bienvenue sur le podcast Innover en Wallonie. La Wallonie, c'est cette région de Belgique où il y a autant d'idées ingénieuses que de trous sur les routes. Je suis Sarah Tillens, chargée de communication pour Innovatech. Au quotidien, on aide les entreprises à développer des innovations techniques. Au travers de ce podcast, je pars à leur rencontre. Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui à Gembloux en compagnie de Thierry Tachny, directeur de Invineo. Bonjour Thierry, merci. Bonjour Sarah. Merci de m'accueillir ici, je suis très ravie comme à chaque fois que j'interviewe des entrepreneurs innovants. Alors Invineo, c'est une histoire qu'on suit depuis quelques années d'ailleurs chez Innovatech. Vous aviez gagné le prix des innovations il y a deux ans déjà. Tout à fait. Aux prémices de la machine. Prix du public, hein. Le prix, oui, en plus le prix du public. Vous aviez bluffé le public à l'époque déjà. Alors Invineo est un système de distribution de verres de vin. Donc quand on est dans un restaurant par exemple, c'est vrai que moi je bois pas beaucoup de vin, mais si j'ai envie d'un verre de vin, un bon verre de vin, je devrais commander une bouteille ou alors c'est le verre de vin typique et là le restaurateur pourrait m'offrir, me proposer une gamme de vins, ou en tout cas une offre qualitative. Donc toute la démarche de notre produit, c'est simplifier la vie des professionnels, améliorer l'expérience de dégustation du client et offrir au vin qui le mérite un respect le plus parfait de la température de service et de la protection contre l'oxydation. Donc pour les personnes qui nous écoutent, il faut s'imaginer que c'est une machine qui a 3 tubes dans lesquels il y a du vin. Donc on va vraiment revenir en détail. Après, je veux dire, vouloir servir du vin au verre, ça marche très bien aujourd'hui. Vous ouvrez une bouteille, vous la posez gentiment sur le bar. On peut servir, etc. Alors, vient après la problématique de gestion du vin. Et donc, le vin, premièrement, et ça c'est un constat que moi j'ai fait il y a quelques années, c'est que autant les gens ne supporteraient pas qu'on leur serve un café tiède ou une bière chaude, autant la notion de la température du vin est une notion qui est très peu connue. Or, il y a quand même des signes qui sont très très symboliques. Un verre de vin blanc à table, à l'entrée, il est magnifié, formidable, quel beau choix. Un quart d'heure plus tard, une demi-heure plus tard, il reste du vin blanc dans les verres parce qu'il a chauffé et les gens ne le boivent plus. C'est quand même donc un énorme signe. Et c'est ce signe-là qui m'a amené à me dire, mais comment pourrait-on faire pour servir du vin à la bonne température? Alors justement, on va revenir directement sur ton parcours et comment est venue cette idée, parce que tu as une belle carrière dans le milieu de l'audiovisuel avant. Oui. En Belgique d'ailleurs, dans les régies publicitaires, du côté de RTL TVI. Oui, en Flandre, comme directeur de 2 chaînes de télévision. Donc j'ai 35 ans de carrière dans l'audiovisuel. Donc 35 ans de carrière dans l'audiovisuel, mais donc t'avais toujours voulu faire de l'audiovisuel? Comment c'est venu déjà ça? Ah oui, tout petit. Mais c'est vrai, hein, en même temps, donc tout petit, moi j'ai voulu faire de la télévision, enfin en tout cas travailler dans l'univers de la télévision. Je suis pas présentateur, je suis pas animateur, hein, mais dans l'univers de la gestion de l'audiovisuel, parce que c'est un endroit extrêmement intéressant, parce qu'on mélange des compétences d'ingénieur et des compétences de créatif. Et je réclame à titre personnel, j'ai l'orgueil de penser que je suis à la fois ingénieur quand il s'agit de tracer une droite, ou en tout cas faire un tableau Excel, et très créatif, parce que dans toute ma carrière, finalement, j'ai créé beaucoup d'outils. Des outils de gestion dans le monde de l'audiovisuel, ça s'appelle des logiciels ou autres, mais j'ai laissé partout dans ma carrière toujours une trace qui était la transformation d'un métier en un outil. Et quelque part, ça est à la fois éloigné, mais on va voir que Invineo, ça relie mon passé audiovisuel. Avec Invineo, mais c'est la dernière couche, on en parlera plus tard. Ok. Donc, tu as cette carrière dans l'audiovisuel 35 ans. Pourquoi, finalement, à un moment, tu te dis... l'audiovisuel t'embêtait ou tu voulais te lancer un nouveau challenge? Quelle mouche t'a piqué pour lancer cette idée? Donc, je reviens sur l'idée de créer des outils. Et on a tous, à un moment ou à un autre de notre carrière, des moments où on a un peu de temps récréatif et on se dit, tiens, ce serait bien si on inventait cela.
et ce qui sont des idées très dangereuses d'ailleurs, tant qu'elles ne sont pas validées par le marché. Mais en tout cas, ces petits jeux créatifs font plaisir de se dire, j'ai eu une bonne idée, d'autres l'ont eu après nous, ils l'ont fait, et c'était un succès, donc j'ai de bonnes idées, en gros. Donc jusque-là, ça se limitait à ça. Mais il y a 20 ans, j'ai eu l'idée d'un produit que je n'ai pas développé, mais il est toujours dans un terroir et il s'est développé par quelqu'un d'autre. Il y a 15 ans, j'ai eu une autre idée que j'ai laissée dans un terroir et tout à coup, ce produit est arrivé sur le marché et il se fait que dans la pile des produits, le dernier qui m'est venu en tête spontanément, c'était cette notion de température de vin qui était une idée de vacancier. À peine creusée, mais un petit peu quand même. Hein. Ça devrait être à bonne température, on devrait pouvoir protéger le vin contre l'oxydation. Donc, le régime idéal de disposer chez soi pour un service généreux entre amis, comme on aime partager le vin, pas le vin de la dégustation à quelques centilitres, mais partager du vin entre famille, entre amis, et s'assurer qu'il est toujours de bonne qualité et qu'il est servi, qu'il est protégé contre l'oxydation. Ça, c'est un projet qui est dans un terroir. Et donc, pourquoi est-ce qu'il bourgeonne à ce moment-là? Parce que je suis dans la fin d'une mission, puisque après avoir travaillé en gros 10 ans en Belgique, puis un peu plus de 10 ans, 15 ans, 12 ans en France, enfin 15 ans et 15 ans on va dire, en Belgique et puis en France. Je suis rentré en Belgique après mes épisodes où en France notamment on avait lancé une société d'intelligence, de développement logiciel, d'optimisation au service des médias. Je suis rentré en Belgique parce que la famille était toujours en Belgique, il était temps que je voie mes enfants, et j'ai pendant 5 ans exploiter mes compétences dans l'audiovisuel jusqu'à devenir patron de chaîne de télévision flamande. Oui. Et donc ça, c'était quand même aussi un très très bel exercice pour un francophone. Tu n'es pas néerlandophone. Je suis pas néerlandophone. Okay. Après 15 ans de travail à Paris, c'est pas un endroit où on cultive la pratique du flamand. Non. Ce qui n'était déjà pas une grosse de mes performances non plus. Et donc ça a été un très bel exercice parce que à nouveau, je reviens sur la partie ingénieur et créatif. Les compétences d'ingénieur que j'ai acquise dans le monde de l'audiovisuel, et comme je suis quasiment un vieux meuble de l'audiovisuel, j'ai vraiment appris la formule du succès de la gestion et de la création de chaînes de télévision et de grilles de programmes pour les transformer en succès commercial qui permet de financer, enfin bref, ça c'est les chaînes de télévision privées. Là, j'ai véritablement découpé la partie créative qui n'était pas dans mes mains de la partie d'ingénieur qui était dans mes mains, et j'ai permis à une équipe d'une centaine de personnes de faire un magnifique parcours, puisqu'on a doublé l'EBITDA en 4 ans, ce qui était une gageure, on était un challenger, et donc on a vraiment taillé des croupières aux leaders, simplement par la mise en place de quelque chose qui était très rationnel, transformé dans la tête des créatifs flamands, néerlandais qui travaillaient sur le projet, et qui ont transformé cette sorte de matrice en produits qui ont généré de l'audience, qui a permis de, etc. Et donc t'as cette envie, enfin, via ton parcours aussi, et par ton expérience, de te dire, je vais créer quelque chose, finalement, que ce soit un programme audiovisuel ou un produit, mais qui peut rencontrer le succès. Il y a une attirance à ça aussi. Bah, l'attirance du succès, c'est quand le résultat est positif, on est évidemment très heureux. Et il se fait qu'au moment où cette mission, parce que les chaînes ont été vendues à un moment donné, j'étais le manager des vendeurs. Et donc le manager des vendeurs, généralement, il survit entre guillemets, mais il pleure pas, hein, mais il survit aux décisions des racheteurs, généralement entre 6 mois et 24 mois. Et moi, j'ai conduit ma mission jusqu'au bout, donc j'ai accueilli les nouveaux acheteurs, je leur ai laissé les clés de 2 chaînes de télévision qui tournaient très très bien, et puis après ils ont repris leurs droits, ils étaient néerlandophones locaux, ils ont voulu avoir un manager flamand, et donc ma mission s'est terminée. Et je me suis donc retrouvé il y a 4 ans et demi en rupture de mission, puisque le prochain contrat n'était pas encore devant moi, dans un marché qui est pas très grand et qui est la Belgique. Et puis je fais quoi là? RTL, j'étais connu, RTB c'est une chaîne de service public, les chaînes flamandes, je venais d'y travailler, et donc c'était quoi le next step pour quelqu'un comme moi, avec ma pertinence, mon expertise? Est-ce que je repars à l'étranger? Ou est-ce que j'essaye de continuer à vivre de mes compétences? Et il se fait qu'à ce moment-là, j'ai ce projet, je rencontre quelqu'un à qui j'en parle, je rencontre 2 personnes à qui j'en parle. La première, elle va m'aider à aller plus loin, et la deuxième va me convaincre que c'est là que je dois aller. Celle qui m'a aidé à aller plus loin, ça c'est le processus qu'on a mis en route, donc c'est comment on va faire ce projet. Tandis que l'autre, c'est quelqu'un qui m'a dit,
Ton parcours est certainement spectaculaire. Et bon, c'est vrai que j'ai cette notoriété, elle est là, c'est une réalité. Est-ce que tu te sentiras mieux d'avoir fini comme étant quelqu'un de confirmé dans un métier confirmé, ou est-ce que tu ne seras pas mieux vis-à-vis de toi si tu vas te challenger sur quelque chose que tu n'as jamais fait? Donc, avoir un succès dans un autre métier que celui dans lequel on te connaît, c'est peut-être plus rémunérateur intellectuellement sur le challenge du fait de se sentir bien par rapport à soi-même, et les deux ensemble, parce que pendant ce temps-là, on évoluait sur cette idée. Les deux ensemble m'ont convaincu, en tout cas, que comme je n'avais pas grand-chose à faire dans les 6 mois à venir et que je n'avais pas encore sollicité le marché sur mes compétences, pourquoi ne pas travailler quelques mois sur ce projet? Donc j'en ai parlé à mon épouse et on s'est dit, bon, ça vaut peut-être la peine, c'est peut-être intéressant, c'est peut-être amusant, bon, peut-être casser quelques milliers d'euros à réfléchir à ça. Donc sur une idée finalement de vacances où tu voulais un vin à la bonne température qui a mûri, tu te dis, je prends le challenge après une super carrière où je termine en beauté, de me remettre dans le risque de l'entrepreneuriat. Oui, quoi. Sachant on se dit pas, et c'est comme ça et c'est définitif. Et donc, peut-être que dans 2 mois, ça ne mène nulle part et donc je refrapperai à la porte. Peut-être que une autre chaîne de télévision va rappeler pour dire qu'elle a un besoin. Mais pendant ce temps-là, peut-être les 6 mois où tu te prends du temps, tu te dis, je vais creuser cette idée un peu plus et je vais avancer. Et donc, je restais parallèlement consultant en médias, à continuer à travailler pour quelques clients, mais avec progressivement une distribution de mon temps qui s'est de plus en plus concentré sur une vidéo. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient une réalité? C'est que on peut avoir des idées et se dire, ce serait bien si ça existait. Et comme moi j'ai 35 ans d'intangible, la télévision c'est pas un truc. Si on construit un immeuble, mais la télévision c'est des données, c'est des logiciels, c'est des fichiers. Les films, c'est même plus des cassettes ou des bandes. Et donc j'avais aussi ce sentiment que j'aimerais bien un jour faire, entre guillemets, de l'industrie, à petite échelle, mais toucher un produit, avoir un produit en main. Donc tout ça fait que je suis tout à fait convaincu de ce qu'il faut aller plus loin. Et un autre ami que je rencontre, à qui je parle de ce projet, me dit, c'est amusant, si tu as le temps, parce que c'était un peu avant que cette mission audiovisuelle se termine, si tu as un peu de temps, donc ne me stresse pas là-dessus, mais si tu as 6 mois, 8 mois, je vais réfléchir à ça et il y a peut-être une manière de faire ce système, ça m'amuse. Et cette personne est très habile de ses mains, beaucoup plus que moi, moins dans la gestion de projet, en tout cas avec l'ambition qu'on a ici aujourd'hui. Et il va venir au bout de 6 mois, et c'est convergent en fait avec ces réunions que j'ai eues avec les gens. Il va venir avec 6 mois, au bout de 6 mois, en me disant, écoute, j'ai fait un petit proto, ça marche moyennement, mais enfin si tu acceptes que la pompe à essuie-glace est cassée ici, je te jure ça fonctionne, etc. Et il me montre un produit. Et ça c'est entre l'idée et le prototype, quoi. Voilà, c'est la preuve que ça pouvait marcher, mais elle était validée par aucun. Il n'y a pas de validation ni scientifique ni d'ingénieur au sens du métier d'ingénieur. Mais en tout cas, devant moi se trouvait l'ancêtre de ce qu'on a fabriqué. C'est très très éloigné de cette réalité parce que sur cet ancêtre, on a à ce moment-là créé vraiment le produit, c'est-à-dire séparé entre la bouteille, la machine, le process. Et donc, ça a été une étape extrêmement importante parce que sans cette preuve, certainement j'aurais pas été au-delà. Mais comme la plupart de nous, si on ne voit pas qu'une tasse peut se fabriquer, on a envie de faire une belle tasse, mais on ne sait pas ce que c'est de fabriquer. Dès qu'on voit le prototype de la tasse, on se dit, mais si on arrive à le faire, et donc on ouvre... Ça concrétise. En fait. Voilà, et puis on ouvre vraiment le livre en se disant, et maintenant c'est quoi? Et donc, cet ami qui revient donc après 6 mois avec ce prototype, à ce moment-là, tu te dis, bon, ben ok, ça a l'air de marcher, et c'est quoi le next step? Parce que là, je suis quand même dans ta société que tu viens de me faire visiter. C'est incroyable, j'imaginais même pas déjà qu'il y avait tout ça, cet hangar, tout ça. Comment, à ce moment-là, comment tu passes, parce que finalement t'es pas ingénieur industriel, tu travailles pas dans ce milieu-là, etc. Donc comment à ce moment-là, parce que c'est le plus dur finalement, c'est le premier pas, tu vois, c'est le premier saut vraiment. Oui, tout à fait. Et donc là, à nouveau, c'est la partie créative qui va reprendre le dessus, parce que c'est bien d'avoir un outil, mais qui est pas montrable. Si je montre cet outil-là aujourd'hui, les gens vont rire en disant il a quoi en tête. Et en plus, c'était plus la machine que le concept, puisque nous aujourd'hui, le concept c'est vin
dans une bouteille à travers une machine. Ouais. À ce moment-là, tout est dedans. C'est le vin qu'on met dans une machine qui sert du vin. Mais donc, c'est plutôt un outil, alors que moi, je voulais faire une prestation. Ouais. Je voulais déjà me diriger vers un mécanisme de type Nespresso. Il se fait que la technique de conditionnement qu'on va utiliser pour protéger le vin contre l'oxydation, c'est la technique de remplissage sous vide. C'est mieux connu sous le nom de bag-in-box ou de cubiténaire pour ceux qui utilisent encore ce mot-là, même si c'est pas un mot correct. Mais enfin, c'est simple à comprendre. Et donc, comme on va marier des technologies qui sont une sorte de mariage incestueux entre des outils du low cost et la perception du premium. Et pour aller plus loin que ce petit prototype, il faut se valider ça sur deux plans. C'est est-ce que ça va vraiment marcher ou est-ce que c'est seulement une belle idée d'un ami, une belle transformation en prototype d'un ami. Donc est-ce qu'on est capable d'industrialiser cette solution de service et de refroidissement? Et l'autre, c'est à quoi ça doit ressembler. Parce que si il faut convaincre des gens de mettre de l'argent autour de ça, il va falloir leur raconter l'histoire de là où on va. Et donc, parallèlement au financement d'une preuve par des ingénieurs dont c'est le métier, je vais aussi financer le début des travaux de design du projet complet. Et j'ai la fierté de dire aujourd'hui que quasiment 5 ans plus tard, quand on regarde la machine et les planches qu'on a dessinées, elles sont très belles, hein, c'est des planches en 3D avec des réalisations extrêmement bien faites. Eh bien, on est à quelques centimètres près, exactement sur la même machine. Ah ouais, donc cette machine. Donc à ce moment-là, quand t'as cet ami qui te montre cette machine, là, tu te dis, ok, maintenant, je vais dessiner la machine exacte que j'ai envie, et en même temps, je vais faire travailler des ingénieurs. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Les ingénieurs sont dans le moteur, et ils vont prouver que le moteur peut fonctionner, parce que si le moteur peut pas fonctionner, autant arrêter le projet. Et en même temps, parce que aller expliquer qu'on va faire un moteur de refroidissement à des gens, ça, c'est pas très appétissant. Mais dire, regarde ce que je ferais de ce moteur dès lors que on arriverait à aller jusqu'au bout. Et donc c'est à ce moment-là la création du tube, la création de la machine, la représentation graphique de ce que ça peut être, de l'encombrement. Et c'est pas anodin, parce que quand on dessine une machine et qu'on dit après aux ingénieurs, elle ne peut pas être plus grande que ça, elle peut pas être plus haute que ça, elle doit travailler comme ça, c'est une contrainte pour l'ingénieur. Si on laisse travailler l'ingénieur, il va faire autre chose. Et donc la contrainte de design a été, dès le départ, dans le chantier, c'était le cahier de charge. Et les ingénieurs que j'ai rencontrés, c'est des ingénieurs de la société WOW, défunte maintenant, puisqu'elle est tombée en faillite 2 ans ou 3 ans plus tard. Bon, pas de notre faute, évidemment, mais voilà. Donc, j'ai frappé à la porte de WOW, où j'ai rencontré Jean de Marteau et l'équipe de WOW, en leur disant, puisque sous leur fronton, c'était je transforme vos idées en produits technologiques. Et bien donc, et comme ils étaient quasiment voisins et qu'un ami m'avait parlé d'eux, j'ai frappé à cette porte. Et derrière cette porte se trouvaient des ingénieurs Brain, qui ont calculé les puissances minimum de refroidissement optimales, qui ont créé le deuxième prototype, qui était encore plus laid que le premier, mais au terme duquel, au bout d'1 mois et demi, la personne dit, avec telle puissance, avec telle circulation, avec tel mécanisme, et avec telle densité de bouteilles souples, on va arriver à faire ce que tu veux faire, ça devrait marcher, je l'atteste sur le plan scientifique. Ça, c'est une deuxième bascule qui tombe. Ça veut dire donc que, outre l'étude scientifique, et si on se mettait maintenant à fabriquer la première de ces machines. Et donc là, il y a combien de temps qui se passe entre Ça, c'est 2014-2015. Donc oui, c'est la première année à ce moment-là. C'est la première année. C'est une année qui n'est pas à 100%. C'est une année où ça m'occupe 20% de mon temps, où on finance 20 jours de travail d'ingénieur, mais ça prend l'un dans l'autre 2 mois et demi à se mettre en route. 3 ou 4 réunions, le designer, à quoi ça ressemblerait. Et entre les deux, surtout, cette réflexion produit, parce que mettre à température du vin dans un univers de conditionnement sous vide et le servir frais, c'est faisable. Après, ça va ressembler à quoi? Et à quoi ça va ressembler? La première idée, en tout cas, on est toujours dessus, c'est un produit B2C. C'est donc, j'aimerais bien avoir ça chez moi. Si j'ai envie d'avoir ça chez moi, il faut que les produits soient élégants. Il faut que ce qu'on vende soit un produit qu'on achète, qu'on ait envie d'acheter. Et envie d'acheter une caissette rectangulaire de vin,
c'est en gros la moitié de la population. L'autre, c'est moi, jamais. Par contre, si on donne l'apparence et si on crée un univers du consommable, de la caissette, qui s'apparente à l'univers de la bouteille, alors on va décliver cette perception, puisque toutes les personnes qui voient notre machine aujourd'hui nous disent « Ah, j'ai déjà vu ça, c'est une machine avec du vin, il y a une bouteille dedans. » Nous, il y a une bouteille, mais c'est pas celle que vous pensez. Et donc, à ce moment-là, on a inventé un format spécifique qui est une évolution qualitative premium de la technique du remplissage sous vide, mais non plus dans une caissette en carton rectangulaire. Nous, on l'a fait sous la forme d'un cylindre. Et ce cylindre, parce qu'elle était autour de cette table de réflexion, c'est en gros une réflexion féminine. C'était mon épouse qui dit, mais moi, une caissette avec une anse pour servir comme une cantinière du vin à mes amis, je le ferai jamais. Ce produit doit être comme une bouteille. Vous devez donc faire un tube. Et ce tube, je dois être capable de le prendre en main. Quand elle a dit ça, elle a donné la structure opérationnelle du produit qu'on pouvait utiliser. Ça devait se prendre en main, se tenir à une seule main, plutôt d'une femme, qui donc de ce fait-là serait peut-être prête à utiliser, à jouer avec ce tube. Et sans le savoir, on écrit déjà le fait que ce produit, lorsqu'il sera utilisé soit à la maison, soit dans le monde de la restauration, une jeune fille qui travaille dans un restaurant pourra aisément le prendre, aisément le mettre dans le distributeur. Et donc, on élabore, sans le savoir, le cahier de charge. Donc, quand on sait que on veut servir du vin avec un procédé qui permet de travailler dans un dimensionnement qu'on va imposer, la machine ne peut pas être plus haute que ça. La machine doit pouvoir s'encastrer à la place d'un four, d'un micro-ondes. Ok, donc là, tu l'imaginais vraiment la mettre chez les gens. Ah oui, parce que le projet au départ, c'est si j'avais ça à la maison, je serais très heureux. Okay. Et après, on va se dire, mais donc la dimension maximale, c'est ce que les gens accepteront d'avoir chez eux. C'est quand même une machine volumineuse pour des raisons techniques et économiques sur lesquelles je peux revenir. Mais en tout cas, après, on va se dire, mais si on vend du vin, c'est quoi du vin? C'est blanc, rose et rouge. Ou c'est rouge, rouge, blanc. Mais une bouteille à la fois, ça n'a pas de sens. Si je suis dans la volonté d'offrir un peu de référence à mes amis, il faut donc une bouteille de blanc, 2 bouteilles de rouge, 2 bouteilles de blanc, 1 bouteille de rouge, selon qu'on sera sur fruits de mer et fromage ou viande et fromages ou que sais-je. Tout à fait. Donc, pour le plaisir d'un repas finalement. Voilà, donc ça c'est des idées qui vont. Et puis on va se dire après que 3 tubes, puisqu'on a des tubes, ces tubes feront 2 litres, parce que j'ai testé des machines à bouteille avec 75 centilitres par bouteille. Si un couple qui aime du vin boit du vin 3 fois par semaine, ou 4 fois par semaine, à raison de un verre de rouge, un verre de blanc chacun, à 75 centilitres, il faut changer les bouteilles à peu près tous les 2 jours et demi. À telle enseigne qu'on se dit, mais c'est plus chiant de changer les bouteilles que de les avoir dans un frigo. Donc la machine, ça pose question. Ouais. Par contre, si je peux ne pas changer de bouteille tous les 2 jours et demi, ça devient plus amusant. J'ai peut-être moins de choix, mais comme mon vin est de qualité frais, en plus je peux changer de tube, et donc ça aussi c'est le résultat d'une réflexion. C'est 75 centilitres, c'est pas suffisant, et pourtant pas forcément pour avoir des débits très importants, mais pour avoir plus de convivialité et de convenience. Donc on va travailler sur un tube de 2 litres qui est la hauteur d'un Magnum. On va décider qu'on fait une machine de 3 alcôves et que les alcôves permettent d'accueillir 1, 2, 3 tubes, et donc on a toujours en permanence 6 litres de vin devant soi, qu'on peut interchanger. 6 litres de vin, quand on boit 2 verres de vin à 2 chaque jour, 4 jours semaine, quand on fait, je multiplie ceci, je soustrais cela, j'arrive à plus que 6 litres de vin au bout du mois. Et donc il y a, pour une consommation raisonnable de vin à la maison, sans changer de référence, un stock suffisant et nécessaire pour ne pas devoir se dire je dois changer tous les 3 jours. Okay. Je peux ne changer. Et donc, la problématique de la logistique de la machine disparaît au profit du confort de l'utiliser. Donc tout ça, toute cette réflexion et finalement ces contraintes que tu mets à la machine et ce dessin que tu vas faire aussi en 3D va vraiment permettre d'avoir cet objectif à suivre, à viser pour tout le monde. Voilà, donc après,
on montre la machine ce qu'on veut faire. On dit aux ingénieurs c'est ça qu'on veut faire. Elle doit travailler dans cet espace-là. Le tube doit avoir cette dimension-là. La poche doit avoir, et tout devient une conséquence de cette écriture d'un cahier de charge par le design et par l'utilisation. Mais quand on est arrivé chez WOW, ils nous ont dit montrez-nous le cahier de charge. Mais j'ai dit c'est quoi un cahier de charge? Un cahier de charge, ça va dire que la tolérance, la hauteur du tube, que la rapidité de mise à température. Je dis, écoutez, moi, j'ai pas réfléchi à ça, vous allez le faire avec moi. Mm-hmm. Ah, mais c'est pas comme ça qu'on travaille. Il dit, non, mais moi, c'est comme ça que je ne l'ai pas envisagé. C'est pas mon métier de le faire, c'est le vôtre. Mm. Et donc, on va faire du développement par la volée, mais on va faire du développement en fonction d'un cahier de charge dit plutôt qu'écrit. Après, on va l'écrire. Donc après, ça va prendre progressivement. Mais au fur et à mesure de cela, on s'approche de la réalité qu'on veut produire et on se donne les challenges de fabriquer la machine avec un procédé, paralléliser une démarche de recherche en brevet, voir si on peut bloquer le brevet de l'exploitation et de notre procédé. Ça va être le cas. Commencer à financer les brevets, frapper à la porte de la région wallonne, des GO6, aide au brevet. En même temps, pourquoi pas aide au prototypage, et en même temps, pourquoi pas aide aux études stratégiques, parce que c'est bien d'avoir une idée personnelle, mais encore faut-il qu'il y ait un marché derrière ça. Et ce marché, justement, donc t'as cette idée personnelle, pour toi, ce serait chouette d'avoir ce verre à bonne température, tu vois, quand on va au resto, mais toi, t'avais déjà perçu des tendances, t'avais déjà analysé quelque chose avant de lancer dans un peu plus dans la technique et dans ce cahier des charges. Alors voilà, ça c'est la partie cachée de l'iceberg. Pendant que la journée tu développes, la nuit tu te poses plein de questions. Ouais. Et donc j'ai passé de nombreuses moitiés de nuit à élaborer mon système d'information. Bon, heureusement Internet est là. Ouais. Et donc s'inquiéter, voir ce qu'il existe, qui a développé quoi. Quels sont les produits, quelles sont les nouveautés, quelle est la nature et la structure du marché. Je vais me rendre compte, mais je le savais, qu'il existait des machines qui fonctionnent avec des bouteilles. Il s'en est vendu quelques dizaines, voire centaines de milliers dans le monde. Donc, la tendance du verre en verre existe. Pas forcément à l'endroit où nous voulons l'amener, mais là où ces machines existent, c'est dans le marché de très haut, de haut de gamme. Et nous, on va amener cette technologie dans le milieu de gamme. Et pas dans le bas de gamme qui nous intéresse pas. Donc ça, c'est l'endroit. Et donc, comme ça ne suffit pas, et comme des dispositions existent qui nous permettent de valider le projet, en tout cas l'existence du marché, la DGO6, étude stratégique, va nous permettre de financer une étude que peu d'entreprises start-up ont faite. On a investi plusieurs dizaines de milliers d'euros pour paralléliser des études par rapport à la démarche de production. Mmh. Et pour ça, surtout pour que ce ne soit pas que l'idée de Thierry. Même si j'ai le talent de la démontrer, c'était mieux d'avoir autour de moi une société qui dit, c'est vrai, il y a un marché. Mais quand tu étais dans l'audiovisuel et que tu sentais un programme ou qu'il y avait quelque chose, là tu le lançais, tu le sentais. Non, j'ai aussi fait beaucoup d'études de marché. C'est mon côté ingénieur qui fait que je ne m'aventurerai pas non plus. Oui, après 30 ans d'expertise dans le monde des programmes, on a soi-même son système d'information qui est suffisamment aguerri que pour dire j'ai pas besoin d'études de marché. Ouais. Mais quand on débarque dans l'univers du vin et que je mettrais 10, 100, 1000 euros, 500 000 euros, 1 million, 3 millions, 5 millions, on le fait pas seulement sur une intuition, ça va pas suffire. Et donc, ces études de marché vont arriver à point nommé. Pourquoi? Parce que elles vont dire deux choses. Le marché est très important, mais il est principalement B2B. Et donc là, tu vas changer ton idée de le mettre à la place du four dans la maison, peut-être. Voilà. Alors, ça va pas forcément changer énormément de choses à la manière dont l'outil arrive. Quoique la machine B2C, c'est pas une machine de 3 tubes, c'est plutôt une machine de 1 ou de 2 tubes, qui va avoir des conséquences sur le dessin de la machine B2B, parce qu'on n'a pas oublié qu'on pourrait peut-être être aussi B2C, mais je vais y revenir. Il se fait que dans les études, la société internationale qui nous assiste nous dit il y a au moins 20 marchés dans lesquels B2B, le vin au verre, est structurel, se développe, c'est le futur. Ça, c'est très rassurant et c'était très inquiétant. Inquiétant parce qu'on n'avait pas spécifié la machine avec des obligations professionnelles. La première étant gérer des volumes. Appuyer sur un bouton et se servir un verre comme on le souhaite à la maison, c'est une chose. Appuyer sur un bouton pour que le volume soit toujours le même et que le restaurateur puisse dire c'est 10 centilitres et pas 14, et pas une fois 9, et pas une fois 12, comme mon personnel le souhaite, c'est un cahier de charge différent. Donc, changer de marché, ça a été changer les spécifications de la machine.
Ça n'a pas été simple. Le prototype initial ne répondait pas à ça. Mais, puisqu'on est tous convaincus que le B2B est préalable au B2C, on va donc monter les specs de la machine et ne pas abandonner l'idée que le B2C pourrait venir, parce que dans la foulée des études B2B qui nous ont amené à questionner des responsables de vente de vin ou de bars ou de restaurants aux États-Unis, en Angleterre et en France, donc on est allé très loin quand même dans les études. On va aussi faire des études B2C. On va faire une fausse machine de 2 alcôves. On va faire un faux film dans lequel on fait semblant qu'on sert un verre de vin alors qu'on le servait à la bouteille derrière la machine, mais ça ne se voyait pas dans la caméra. Ce film-là, on s'en est servi pour faire des études en Angleterre, aux États-Unis et en France. On a quand même détecté qu'aux États-Unis, 3 millions de personnes seraient prêtes à payer plus de 1 000 € pour avoir une machine qui sert du vin au verre à bonne température chez elles. 3 millions de personnes, mais même si on n'en vendait que 5%, ça ferait quand même encore 150 000 machines. Si on vend la machine à 1 000 €, c'est 150 millions d'euros. C'est immense. Donc, ça, c'était la surprise pour la société d'études du marché qui était persuadée que le B2B était là, mais qu'il n'y avait pas de B2C. Il y a non seulement du marché B2B, il y a aussi un marché B2C. Qu'est-ce que ça nous dit, nous? Ça nous dit que on peut donc développer une technologie qui aura un marché bien plus large que la Belgique. Donc, appuyer notre développement en se disant, si je place 300 machines en Belgique, j'ai gagné. Non. Ça ne marchait pas. Le marché est trop petit. Mais si le marché est un marché en France, en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, en Suède, en Espagne et en Italie, on s'adresse dans ce cas-là à quasiment 700 à 800 000 établissements Horeca. Donc tu sais directement que ce sera l'international, quoi. Ah, mais de toute façon, en Belgique, ça allait tout de suite, hein, parce que si on a un produit qui a du succès, il ne forgera pas son succès uniquement sur l'écosystème wallon ou belge, que sais-je. Ce serait bien si c'était le cas, mais pour nous, il y a, je pense, enfin, faut être raisonnable, peut-être qu'on placera 1000 machines en Belgique, mais notre rentabilité du business model aujourd'hui, elle nécessite qu'on dépasse le seuil de 1500 machines. Ce qui, bon, dès qu'on parle de France, d'Allemagne, de Hollande, etc., est un périmètre qui est tout à fait plausible. Donc, à ce moment-là, la machine va se développer pour du B2B, donc ça demande des nouveaux, effectivement, développement, des nouvelles spécificités. Mais l'argent. Justement, l'argent. L'argent, le nerf de la guerre. Alors, l'argent, c'est à la fois simple et compliqué. Donc, quand je me retourne aujourd'hui, on a levé, on a sollicité le monde financier, le monde de l'argent, et ils nous ont aidés, puisque aujourd'hui, on est à un peu plus de 4 millions d'investissements. Oui, moi j'ai vu les levées de fonds au fur et à mesure. Je me fais waouh. Invineo lève beaucoup quand même. On lève beaucoup parce que la dimension c'est beaucoup. C'est un vrai problème parce que nous sommes une des rares sociétés en Belgique à développer un produit industriel avec en plus un business model dans lequel on reste propriétaire de nos outils, puisque a priori on va les louer. Donc on fabrique des machines dont on reste propriétaire, qu'on met en location chez des clients, et qui nous permettent de les louer avec une rentabilité qui vient quand le volume est là. Donc le démarrage de nos activités, c'est le financement des outils chez le client, des outils chez nous, du vin, des équipes commerciales et des outils digitaux. Donc on a énormément d'investissements, donc on est ce qu'on appelle cash intensif. On ne peut mieux se comparer à un modèle connu que celui de Nespresso. C'est vrai, quand on voit, tu me fais visiter l'atelier juste avant, quand tu me montres une machine qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros pour quelques milliers d'euros en tout cas. Pour juste pour empaqueter ou pour mettre du vin. La machine de remplissage. Oui, tout à fait. Donc les outils techniques dont on aura besoin dans notre site de vin, puisque pour bien comprendre le modèle, on a inventé la machine. Si c'est du café, elle chauffe et elle met sous pression. Nous, elle refroidit et elle permet de servir et de découper en volume. La bouteille souple, qui est dans un étui rigide, elle permet de conditionner le vin, de le stocker et de le protéger contre l'oxydation. Et puis, au bout de ça, quand on a eu tout ça en main, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vend des bouteilles vides à des sociétés qui vendent du vin et on leur dit que, en le mettant dans nos bouteilles vides, on va vendre beaucoup de machines? Et on aurait pu être une société qui vend des machines et des tubes vides. Et eux mettent le vin de leurs voisins, ce qu'ils veulent. Mais pour que ça devienne un vrai marché, il faut aller très loin. Ce modèle existe aux États-Unis sur le plan du café. C'est pas l'anti-Nespresso, mais c'est l'autre Nespresso à la mode nord-américaine. Ça s'appelle Keurig. Keurig a inventé la machine qui fait le mug de café pour le marché nord-américain qui adore ça.
Et ils ont vendu des dizaines de millions de machines, et ils ont vendu avec des dizaines de millions, des centaines de millions, voire des milliards de capsules vides qu'ils font remplir par les marques qui ont envie de mettre du café dans les capsules qui sont servies par les machines Keurig. Le métier de Keurig, c'est je vends des machines, des capsules vides et des machines pour remplir les capsules. Toi, tu décides de faire le métier de Nespresso, la machine, et ça, c'est l'autre modèle. C'est Nespresso qui dit j'ai les capsules, j'ai la machine, mais je vais m'occuper du café. Mon métier, ce sera le café. L'intérêt de la vente du café, c'est un peu comme l'encre et l'imprimante. Quand l'imprimante est à la maison, si elle est de qualité, on rachète de l'encre. Donc, on a des abonnements. Et donc, nous, on va considérer qu'on peut peut-être devenir un Keurig dans le futur, mais Keurig, c'est un standard. Mais nous, on n'est pas un standard, on est une innovation. Ça commence par un petit réseau. Donc, le démarrage, de toute façon, c'est de prouver que notre modèle, mais pour ça, si on veut ce modèle-là, il faut qu'on s'occupe du vin. Donc, nous allons nous transformer en négociants. Donc, nous sommes en fait aujourd'hui en devenir une société qui fait trois métiers importants. Nous développons des machines, même si c'est d'autres qui les assemblent pour nous aujourd'hui, que nous allons placer et maintenir et entretenir. Nous livrons du vin comme des gens qui livrent du vin chez des restaurateurs. Et le vin que nous livrons, c'est du vin que nous sélectionnons par le métier de négociant. Et donc le métier de négociant travaille dans un écosystème qui est nos vins dans nos bouteilles à travers nos machines. Donc maintenant, un restaurateur, peu importe le nom, ou une chaîne, peu importe, fait appel à vous. Elle loue la machine qui arrive avec, et elle choisit ses bouteilles de vin qu'elle a envie de mettre dedans, mais elle choisit dans votre catalogue. Dans notre carte de vin, voilà, exactement. Donc le modèle va être un modèle intégré, tout compris, dans lequel va se trouver un choix de vin. Il faut donc qu'on choisisse bien, mais pour l'instant ça a l'air d'être le cas, avec notre petit modèle réduit pour l'instant, même s'il est coûteux, nos 25-30 machines qui tournent en permanence, les vins qui sont associés, on a aujourd'hui une carte d'une petite vingtaine de références, qui nous suffit largement à animer le test. Le test ayant pour vocation de prouver que, avant de lancer la série, la mise en production en série, voyons si tout ça a bien trouvé son marché. Parce que sans quoi, les 4 millions qu'on a investis, si les études n'avaient pas été là pour dire B2B, on aurait fait B2C, on serait peut-être trompé. Grâce aux études, on l'a fait en B2B. Grâce à la réalisation des prototypes successifs, on va créer un marché test. Ce marché test bien onéreux est un marché dans lequel, depuis 15 mois, on apprend énormément de choses, et notamment le fait qu'on n'a pas trop mal visé, puisqu'on trouve des clients qui ont ce sentiment que avoir une bouteille de vin, c'est bien, mais puisque le volume de vin au verre augmente, que les pertes de vin sont importantes, que l'oxydation est un problème, que la température n'est jamais la bonne, que le client voudrait pouvoir se servir directement, sans devoir ouvrir un frigo, etc., etc., tous ces attributs et ces fonctionnalités qui font partie de ce qu'on a développé offrent une réponse particulièrement intéressante à un segment d'établissement professionnel qui est assez volumineux, dans lequel notre solution apparaît comme apporter du bonheur au client, une meilleure rentabilité à l'établissement, une simplification de la commande, de la gestion, une des stocks, simplification etc. Surtout parce que j'imagine travailler dans l'Horeca à chaque fois, tu vois, enfin, soit effectivement ils vendaient la bouteille, mais soit c'était un verre et il fallait, bon voilà, tu savais jamais s'il était servi. Là, t'es sûr que le verre il est de toute façon bien servi. Voilà, donc le volume est respecté, donc le propriétaire arrête de fulminer derrière en se disant mais pourquoi ça c'est des phrases vraies. Hein. On a rencontré récemment un restaurateur qui dit je vends beaucoup de vin au verre, c'est quand même bizarre. À la fin du mois, quand je fais mes calculs, je ne vends que 4 verres par bouteille. Oui, c'est ça. Ouais, parce que soit des donc, mettre trop, où est passé le reste? Ça, et ce reste est passé dans la perte, dans le vol, dans le gaspillage, dans trop servi. C'est un manque à gagner. Le manque à gagner, c'est double, hein, parce que ça veut dire que le personnel sert trop, mais on paye le personnel à servir trop. Donc, enfin, même si on jette du vin, on paye le personnel à jeter du vin. Et jeter du vin, c'est quand même dramatique. On n'est plus à une époque où on doit jeter les choses. Et finalement, le client, il aura peut-être un petit peu moins de vin parfois dans son verre, mais il sera au moins à la bonne température, bien servi, et aura tout. Alors, un petit peu moins de vin, c'est tout à fait questionnable. Moi, j'ai eu, mais c'est une anecdote, mais mon épouse, beaucoup plus charmante et agréable à regarder que moi, a toujours plus de vin dans son verre que moi. Et si je le fais remarquer au serveur, il va dire, oh oui, excusez-moi, il va m'en remettre. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de dépasser le seuil de volume qu'il devait servir pour que son patron fasse un geste rentable. Et la rentabilité du vin au verre, c'est qu'il est généralement facturé trop cher parce qu'on anticipe des pertes. Oui. Donc si on diminue les pertes, on pourrait aussi ramener le verre de vin moins cher
qu'un verre de bière, même si les volumes sont pas les mêmes. Et donc, le vin s'exclut lui-même par le fait qu'il sort d'une bouteille dont le format n'est pas approprié à la consommation d'un seul et un seul verre. La bière, c'est le cas, les softs, c'est le cas. Et donc, le vin est pénalisé. Et comme en plus la guerre des boissons est très importante et la créativité dans les boissons l'est très aussi, les jeunes sont en train d'oublier qu'il y a du vin. Parce qu'on leur propose bien d'autres choses, c'est parce que le prix du vin au verre est trop cher par rapport... Voilà. Et donc, mais tout ça, c'est un langage que j'ai construit depuis 5 ans. Ouais, c'est une vraie réflexion construite parce que le système d'information s'est évidemment complètement enrichi depuis. Donc je parle aujourd'hui aussi bien du vin que je ne parlerai de la télévision, avec moins d'expérience, mais en tout cas, on sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on fait. Ouais. La question tout à l'heure, c'était l'argent. Oui, justement, revenons sur l'argent. Parce que ça, c'est évidemment pas simple. Donc la première démarche, c'est de se dire, est-ce que je suis prêt à investir à fond perdu 20, 30, 40, 50 000 euros. Bon, vient un âge où plutôt que telle belle voiture, pourquoi pas ma machine, oui. Et j'ai roulé dans des belles voitures toute ma carrière. Et ça fait 10 ans que je roule dans la même belle voiture aujourd'hui, et je sais que je n'ai pas mis l'argent dans la voiture, je l'ai mis dans les machines. Ouais. Et donc, ça veut dire casser une tirelire. Ça veut dire prendre un premier risque d'entrepreneur. Ça, on ne s'en rend pas compte, mais ce jour-là, on devient vraiment un entrepreneur. Et on va financer jusqu'à ce qu'on ne soit plus capable de le faire tout seul. Heureusement, les aides au prototypage, les aides, etc., permettent de gonfler la capacité sans devoir débourser soit des remboursements dans le futur, soit des aides qui sont des subsides. Et puis, je vais solliciter des gens autour de moi, on appelle ça les 3 F. Hein. Oui, les family, friends. La famille, des amis. En fait, c'est qui ces gens-là? C'est des gars qui sont à se dire, ça ne m'a pas l'air d'être complètement idiot. Je le connais, j'ai confiance en lui. On va lui faire confiance. En plus, il me fait tellement chier avec son truc que pour le calmer, on va lui donner un peu de sous. Et ça permet de faire ce qu'on va appeler le premier tour de table. Ce premier tour de table, créer l'entreprise. Ça, c'est, on va dire, la structure de l'entreprise, c'est septembre 2015, mais le vrai démarrage du premier financement, c'est janvier 2016. Et entre septembre 2015 et janvier 2016, on va passer du stade, on a fait des croquis, des dessins et des machins en plastique avec WOW, on va faire la première machine. On en a fait 2 d'ailleurs. Aujourd'hui, elles sont là. C'est le 3e prototype. Mais c'est un prototype abouti. Donc, quand on appuie sur un bouton, ça sert. Mais il n'y a pas d'électronique dedans. C'est une électronique assistée par un robot. Mais elle va servir du vin. Et l'histoire retiendra que un quart d'heure avant la réunion avec les 3F, elle ne fonctionnait pas. Et elle a fonctionné pendant 1 heure pendant la réunion avec les 3F, mais elle était tellement bruyante que j'ai dû l'éteindre parce qu'on ne m'entendait pas. Mais on a servi du vin. Mais tes amis ont quand même suivi. Ta famille. Ils étaient là, ils ont vu que ça fonctionnait, et je leur ai dit, attendez, c'est un proto, on est loin du compte, mais je vais vous montrer que ça fonctionne. En même temps, le coût était très important, mais nous avions fait la première machine. Et avec cette première machine, on est allé voir un groupe, un deuxième groupe, un troisième, parce que depuis lors, on travaille avec 20 entreprises en Europe, qui nous aident sur la fourniture des composants du tube, du bag, de la machine, des vins, des cuves, etc. Et donc, on a créé un groupe aujourd'hui avec des leaders mondiaux qui ont vu dans ce qu'on faisait quelque chose de tout à fait innovant, qui ont même contribué en ne nous facturant pas le travail de R&D qu'ils ont fait à nos côtés. Certes, on va utiliser leur technologie, ils n'étaient pas obligés de le faire. Et donc, j'ai reçu un accueil avec ce projet qui était démesuré partout, avec des gens qui tiraient des yeux en se disant, mais waouh, ça c'est vraiment là où il va. Et visiblement, c'est bien expliqué. Et comme il y a des dessins, il y a un cahier de charge, il y a de l'ingénierie maintenant derrière, ça prend forme, ça pourrait peut-être marcher. Et voilà, ça c'est 4 ans de rassurance permanente avec ces partenaires qui sont aujourd'hui encore, certains d'entre eux nous ont déjà vendu les outils de l'industrialisation. Ok. Donc là, finalement, c'est ça qui te permet. Voilà, ouais. Premier financement. Là, je vais lever 750 000 euros. Plus les quelques-uns que j'avais déjà mis, donc on va dire, et l'aide de la région wallonne, on aura donc à ce moment-là 1 million d'euros sur la table. Et ce 1 million d'euros, la promesse, c'est d'aller à une deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'aller le plus près possible de la machine de marché. Et donc, on va développer un deuxième et puis un troisième prototype. Parce que entre le premier et le troisième, on a validé d'autres options de refroidissement, de circulation, etc. Donc pour affiner et pour essayer d'être le plus près possible de ce que je vais appeler la voiture qui va sortir, la machine qui va sortir. Et le tube qui n'existait pas.
qu'on a fait exister progressivement, ce qui n'était pas facile pour les gens qui développaient la machine, parce que c'est quoi de fabriquer une machine qui accueille un tube dont on n'a pas la dimension finale, alors que la machine est une machine qui a une dimension finale. Et donc c'est quoi la tolérance d'un tube qui a 36,4 cm de haut, plus ou moins 2 mm? Et comment on accueille un tube? Ce tube n'existe pas, il a existé longtemps après. Et donc on a quand même réussi à faire ça, et on a créé les premiers tubes, et puis les deuxièmes, et puis les tubes tenaient pas la route, et puis bon, tout ça fait partie du passé, et progressivement on a amélioré le tube, compris toutes les fonctionnalités, trouver les partenaires capables de faire chacun de ces éléments, et nous, être capables de les assembler. Chemin faisant, donc, on va créer la deuxième famille de prototypes, qui intégrait les notions de B2B, alors que la première était une B2C. Donc plus intelligente, plus compétente, plus robuste, plus fiable, plus etc. Et lorsqu'elle va être terminée, on sort avec cette version 3. Cette version 3, c'est la version que les financiers du tour suivant, puisque je sais depuis le début que ce projet va coûter au moins 10 millions. Pour moi, il n'y a aucune surprise, il n'y a pas de dérapage. Oui, si, tu le sais, tu suis il y a toujours plan. un dérapage de temps, parce que c'est plus long que prévu, parce que trouver l'argent coûte plus cher qu'on ne croit. Enfin bref, mais on a un dérapage peut-être de 20% par rapport à mon projet initial d'il y a 5 ans. C'est plutôt bien géré. Oui, moi, ça paraît extérieurement, même intérieurement, quand on vient dans des bâtiments, bien exécuté, tu vois. Donc c'est vraiment la machine, les protos, on avance, on fait les études, on crée on engage, petit à petit. Donc tu as vraiment fait une genre de croissance linéaire. Tout à fait. Et c'est un cas très, c'est pour ça que c'est agréable d'en parler, parce que c'est pas un cas d'école, mais c'est un cas qui a été structuré de façon extrêmement compétente, parce que je n'étais pas tout seul, hein, mais moi j'en avais la vision et la gestion, et j'ai mis autour de moi des gens qui travaillent avec nous encore aujourd'hui, qui ont pris ce projet comme moi, très engagés, pour vous aboutir à quelque chose qui est en plus très beau. C'est un très bel outil, c'est un très bel objet, qui ressemble très fort au design initial. Le designer initial travaille toujours avec nous, et nous a apporté ici, à la dernière version 4, quelques gestes de style qui poussent encore la machine 4 plus loin que la 3. Et moi, je suis ravi de me dire que quand on regarde la 4, la 3, la 2 et la 1, on se demande ce qu'on a bien pu faire pour faire une machine 1 aussi laide que ça, quoi. Mais donc, chaque nouvelle machine a éteint l'autre. Ça, c'est déjà pas mal. Quelquefois, on se dit, tiens, c'est bizarre. Le dernier prototype est meilleur que la machine finale. Nous, c'est pas le cas. Donc, très heureux. Et donc, ce prototype numéro... Le prototype 3, c'est aussi ce syndrome du financement à venir, puisqu'on cherche beaucoup d'argent. Il faut convaincre ceux qu'on rencontre dans le futur qu'on est beaucoup plus loin, qu'on a vraiment fait avancer le projet. Et le prototype 3, qui est abouti sur le plan intellectuel, abouti sur le plan technique, mais pas abouti sur le plan de son industrialisation. Ça reste un prototype monté à la main, dessiné de façon à ce qu'on puisse l'ouvrir et le fermer facilement, contrôler l'intérieur facilement, ce qui n'est pas forcément une machine de production. Et c'est ce prototype-là que tu vas mettre dans les établissements. Ce prototype V3, à ce moment-là, on cherche la deuxième phase de financement après le million, et cette deuxième phase de financement, c'était un projet de financement de l'ordre de 8,5 millions, pour aller jusqu'au bout. Bon, la Belgique étant ce qu'elle est, l'appétit ou le risque, l'appétit sur le risque d'un projet industriel étant ce qu'il est, je vais retrouver en face de moi des structures institutionnelles très très engagées, en tout cas qui trouvent que le projet est très méritant, enfin en tout cas et qui l'ouvre de belles perspectives, et c'est un mariage entre Namur Invest et SRIW. C'est au départ Namur Invest seulement, mais comme nos besoins dépassent les capacités de financement des invests régionaux, Namur Invest en parle à la SRIW et moi aussi, puisque c'est quand même facile de frapper aux portes des gens. Et SRIW sait que si ce projet fonctionne, c'est un projet qu'elle pourrait voir en troisième phase de financement. Et Namur Invest, qui est en deuxième phase de financement, se dit, c'est malheureux. Moi, si je mets tout maintenant, je pourrais pas suivre au troisième tour. Et SRI se dit, en règle générale, je n'interviens qu'au troisième tour. Ici, je pourrais venir au deuxième tour. Comme je sais que c'est un projet qui va me revenir à un moment ou à un autre si les institutionnels continuent à travailler dessus, pourquoi est-ce que j'entrerai pas plus tôt? Et donc, Namur Invest et SRIW vont me dire, on vient si tu trouves en face de nous quelqu'un qui finance, un privé qui croit, financer, parce que t'es pas du vin, certes, tu es bon, enfin, ça a l'air de bien se passer, on comprend bien ce que tu dis, on voit bien les achèvements, mais ce serait bien d'avoir un monsieur du vin qui dit, là, ouh là là, quelle belle idée, quoi. Et je vais rencontrer
et ça va prendre longtemps, parce qu'on a beaucoup parlé avant qu'il n'investisse, le propriétaire d'un groupe qui s'appelle Sinoco Palais du Vin, il se fait que c'est le premier distributeur indépendant de vin en Belgique. Je mets de côté la vente dans la grande distribution, qui fait ce métier depuis 300 ans, en famille, qui est à la 7e génération, et son manager, son directeur général et propriétaire, qui a travaillé dans d'autres métiers, se pose la question du futur de la vente du vin, dans un univers où le verre de vin devient une unité de commerce, sur lequel lui, il s'arrête à la bouteille. Et en plus, nous, parce que je ne parle pas de la partie digitale, comme notre machine est connectée, ça me remarie avec mes chiffres d'audience de la télévision. Oui, je peux donc faire en télé, on appelle ça de l'audimétrie. Et bien, avec mes machines, je peux faire de la vinométrie. C'est-à-dire, je peux mesurer et donner à mes clients. Donc, un objet connecté IoT, nous, dans la télévision, nos mouchards qui permettaient de faire des études d'audience, la télévision est un écosystème connecté depuis 35 ans. Et j'ai créé les fonds baptismaux de la connectivité de la télévision pour en sortir la moelle de c'est quoi une étude d'audience. Je suis un des pères de cet écosystème, en Belgique comme en Europe. Et tu recommences ça avec le vin. Et je savais que la couche IoT me permettrait de faire avec mes machines la même chose que ce que je faisais en télévision. Donc depuis le début, je sais que la couche data, ce que je ne savais pas, c'est que la couche connexion pour test de fonctionnalité, donc la maintenance préventive, pourrait se faire en même temps par la voie de retour. Mais en tout cas, pour moi, c'était combien de verres vendus, lesquels, à quelle heure, peut-être demain pour quel type de client, avec quel prix d'achat et quel prix de vente, et donc de venir tous les mois rencontrer nos clients pour leur dire, vous avez gagné 4 723 € grâce à votre vente de vin, votre marge, elle est d'autant, votre prix de vente, il est d'autant. Est-ce que vous savez que vos voisins vendent un peu plus cher? Est-ce que vous savez qu'en augmentant de 15 cents chaque verre, pourquoi est-ce que vous vendez le rosé un peu moins cher que le rouge? Puisque les gens veulent du rosé à un moment donné, pourquoi doit-il être moins cher? Parce que dans l'image populaire, le rosé, c'est de moins bonne qualité. Mais c'est plus vrai, ça. En tout cas, l'image a changé. Et donc, mais tu vas pouvoir faire des et donc, c'est d'assister nos clients. Du vin, quoi. Voilà. Et assister. Et quand on aura beaucoup de machines dans le marché, on pourra en même temps se retourner vers les producteurs pour leur dire, vous savez, le vin qui plaît maintenant, c'est tel type de vin. Personne n'a fait ça dans le monde du vin. Donc, la couche data et le fait qu'on fasse du service aux clients, on n'est pas des vendeurs de vin traditionnels. Bonjour, je vends, la palette est là, tu la mets en cave, je reviens dans 6 mois. Nous, on est tout le temps en train de parler à nos clients, comment ça va, est-ce qu'il faut faire autre chose, est-ce qu'on ne changerait pas la carte, tiens, c'est drôle, votre rentabilité a baissé, et demain, puisqu'il en est question, quand ils nous donneront des bases statistiques, sans le nom, hein, mais du profil de population qui les visite, qui les consomme, on pourra en même temps faire du profiling de consommateurs en fonction d'une tranche d'âge, d'une catégorie de nourriture, Oui. C'est comique, en Belgique, dans un bar jeune, ils consomment plus du blanc, par exemple, et puis dans l'aéroport, voilà. Ils consomment du rouge. Enfin, voilà. Par et puis exemple. À quel prix, quels sont les prix optimaux de vente d'un verre de vin, quel est le seuil, l'élasticité de la vente. On a déjà aujourd'hui des analyses dans nos tests qui montrent que, au-delà d'un certain prix, les gens n'achètent plus. Donc ça sert à quoi de mettre dans une cave un vin que vous ne vendez pas? Arrêtez. Voilà. Et donc toute cette connectique, toute cette data, ça a plu à ton investisseur. Et lui, il voit que nous sommes en train de développer un métier qui ne sera pas seulement de la vente de vin, mais c'est de la vente de services dans un modèle d'abonnement, puisque tant que la machine est là et que la prestation est bonne et que les vins sont de qualité et que le client est content, il n'y a pas de raison que nos opérateurs, nos clients ne recommandent pas du vin. Et comme on est dans un écosystème captif qualitatif, on peut donc entrer dans un marché, même s'il est déjà avec ses distributeurs depuis 20 ans, et il y a plein de gens qui vendent du vin à plein de gens, on peut peut-être arriver à quelque chose de tout à fait disruptif. Ouais, il veut pas rater le et il se dit, c'est une belle opportunité. Tout à fait. Et donc, à ce titre, il va s'asseoir à table et il va dire, écoutez, moi je suis l'investisseur de ce tour-ci. Okay. Et grâce à ça, on va lever 2 700 000 € qui correspondent en gros à de l'argent que les historiques, les 3F, qui continuent à être intéressés, mais chacun a ses poches et ses limites, plus en effet miroir, Sinoco Palais du Vin Sinoco et SRIW Namur Invest qui vont mettre 2 700 000 €. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a un programme. On va donc basculer cette version 3 qui est très prometteuse. On va en produire une 30aine d'exemplaires qu'on va mettre dans le marché pour les tester.
Ça, c'était l'année passée. Hein. Ça, c'était mars 2018. Donc, il y a un peu plus d'1 an maintenant, il y a 18 mois. On va donc commencer à les multiplier. Bon, il se fait qu'entre les deux, on a eu l'absence inopinée de WOW qui était là pour le faire, et donc on a repris complètement nos machines en main. Donc on a intégré. Ici maintenant, la R&D est donc, ici. toute la R&D qui était partiellement chez eux, on a tout réintégré. On a recruté l'ingénieur qui travaillait chez WOW, qui travaille avec nous. Okay. On a intégré la fonction de production. On s'est déplacé, on est allé vivre dans une société qui nous a aidé à les faire d'ailleurs, qui était CP Bourg, qui a mis ses machines-outils à contribution pour pouvoir nous permettre d'assembler chez eux, où on s'est installé pendant un peu plus d'1 an, les 30 machines. Ouais. Ces 30 machines ont été progressivement construites, on n'est pas très nombreux, hein. On construisait une par semaine en gros, un peu plus, hein, pour arriver à ce que le parc de machines soit opérationnel et puisse entrer dans le marché. Et on a frappé à la porte de clients potentiels. Bonjour, c'est nous. On a une petite structure, on a un nouveau truc. Est-ce que ça vous intéresse? Montrez-nous. Oui, pourquoi pas, etc. Donc au début, on a fait du test fonctionnel. Dites-nous qu'elle marche. On a donc fait des tests à côté de chez nous parce qu'il fallait amener le vin, il fallait réparer la machine si elle avait un problème. Il se fait que on a bien fait nos machines. Et donc le taux de déficience a été relativement faible. Là, c'est le stress quand même tu vois, au départ, bon, ta machine est là, mais là, tu te confrontes au vrai marché. C'est la première confrontation au marché parce qu'elle va tout dire. Elle va dire, oui, j'aime, non, je n'aime pas. Donc, si on se fait jeter, autant ne pas avoir dépensé les 2,7 millions déjà, hein, parce qu'ils n'étaient pas dépensés à ce moment-là. Et donc, s'il faut s'arrêter après 5 machines parce qu'on est à côté de la plaque, on s'arrêtera. On n'aura donc pas dépensé tout. C'était l'engagement en même temps vis-à-vis de nos actionnaires. Mais si par contre ça se met bien en route, ça prouve que le marché est réceptif, le marché est captif, et plutôt que de dire on va faire 10 tests de 2 mois et puis on changera d'établissement, on s'est dit on va peut-être rester dans certains d'entre eux. Et certains d'entre eux nous ont considérés, parce que les machines fonctionnaient bien, comme déjà un prestataire. Certains de nos clients nous commandent du vin depuis maintenant 16 mois. Qu'ils nous commandent, qu'on livre, qu'on leur facture, qu'ils nous payent. Oui, ça tourne vraiment comme si ça devait tourner. Donc, on n'a pas fait tourner 25 machines en continu depuis le début parce qu'il fallait qu'on les produise, mais progressivement. Et aujourd'hui, on a 25 machines à l'extérieur. Et à la limite, on n'en a pas assez. Et ceux-ci qui les utilisent en sachant que c'est encore des protos, même s'ils sont très robustes. Et ils attendent impatiemment la nouvelle machine qui va nous permettre de faire des contrats pour les transformer en bêta-testeurs très très en amont avec nous, et on les remerciera jamais assez. Et il y a quelques noms, il y a quelques endroits qui ont été des endroits extraordinaires. On a un taux de transformation de 90%. On fera pas tout. Dans taux de transformation, tu veux dire quoi par là? Eh bien, quand on place un test, on dit c'est un test qui va durer 3 mois. Oui, et il continue. Logiquement, on retire les machines après 3 mois parce qu'il fallait qu'on fasse un maximum de tests. Dans différents segments, il fallait qu'on prenne les segments de commerce, les petits débits, les débits moyens, les gros débits. L'intérêt d'être ici et là, c'est quoi de travailler avec chacun d'entre eux, voir des gens qui nous disent non. Et donc, des gens qui nous disent non, on n'en a pas rencontré beaucoup, mais il y en a. On n'adresse pas 100% du marché. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comprendre pourquoi. Comprendre le pourquoi et comprendre où il faut frapper et à quelle porte. Ça sert à rien d'aller chez Bonbon ou dans un 4 étoiles. Il y a un sommelier qui pense énormément de bien de la machine, mais qui dit pas chez moi. Je suis là pour ça. Et donc, on va pas se disputer contre le sommelier de bonbons, ça n'a rien à voir. Par contre, qu'ils nous disent, mais j'ai vendu du vin de bag-in-box dans ma carrière, dans des étoilés. Et une technologie comme celle-là a un intérêt, pas forcément ici, aujourd'hui, mais peut-être ici demain, mais en tout cas ailleurs. Je connais plein d'endroits où vous allez avoir du retour. Et donc, on est allé frapper à ses portes. Non seulement en Belgique, au début, puis on s'est dit, on aurait quand même bien testé ça en France, parce qu'à un moment donné, il va falloir sortir. La Belgique, c'est trop petit. Donc, on a mis en place 4 tests en France, ce qui nous coûte une fortune, puisqu'on doit aller conduire du vin. C'est 600 km aller-retour. Ça n'a aucun sens économique. Sauf que le jour où on ouvre le marché français, on aura déjà 4 ou 5 endroits qui ont testé, qui nous ont prouvé et validé que eux aussi, ça les intéresse. Et c'est plus que ça les intéresse. Dans le cadre du test, ces gars nous disent, on garde la machine. Donc, j'ai des machines de test qui sont pas certifiées, qui sont pas des machines de commerce, qui n'ont pas été prévues pour ça, etc., qui nous permettent aujourd'hui de facturer, en gros, on facture pas loin de 10 000 € par mois à nos clients qui nous payent avec une moyenne, on va dire aujourd'hui à 10 000 € par mois, on a une moyenne de 20 machines. Si j'avais 200 machines, je facturerais 100 000 € par mois. Si j'avais 2000 machines, on facturerait 1 million d'euros par mois. Si tant est que le marché est aussi grand qu'on le croit. Donc,
les tests ont montré que ça se passait bien, et dans le deal de notre financement, c'était si les tests se passent bien, la moitié de l'argent ira dans le test, l'autre moitié ira dans l'industrialisation. Donc, est-ce qu'on lance maintenant le design de la machine finale? Donc maintenant, aujourd'hui, tu es à la phase de est-ce qu'on fait l'industrialisation? Et donc, depuis mars 2018 jusqu'à maintenant, puisque tout se passait bien, à chaque conseil d'administration, voici les chiffres, voici la réaction, voici les retours. Le conseil s'est dit, mais ça a l'air de prendre ce machin-là. Donc, la partie qu'on avait bloquée pour financer ces travaux d'industrialisation, donc c'est le redesign complet de la machine pour qu'elle devienne une machine de série. Bon, comme je l'expliquais tout à l'heure, tu as vu la machine 3, la machine 4, elles se ressemblent de très 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 près. Il n'y a pas une pièce qui est la même. Donc c'est un redessin complet à partir de zéro d'une machine dont l'objectif c'est moins cher, plus robuste, montée par quelqu'un rapidement. Ouais. L'industrialisation, clairement. Quoi. C'est plus ici qu'on va monter. C'est plus un proto, quoi. Ouais. Et donc cette bascule entre le proto et la machine de série, on l'a préparée depuis 18 mois parce que dans l'augmentation de capital des 2.7, il y avait de l'argent pour le faire, mais il n'y avait pas l'argent pour entrer en production. La différence, c'est quoi? C'est que quand tu as dessiné ta machine, tu vas produire des moules, notamment pour certaines pièces onéreuses, quand il est fait en quantité, pour lesquelles des techniques d'injection ou autres vont rendre la production à l'unité quand tu en fais 1000 beaucoup moins cher, mais tu dois payer le moule en amont. Tu dois payer le moule, et en général, les moules, on s'imagine pas le prix des moules. Et les moules, on s'imagine s'imagine pas, et encore, on a fait des moules qui ont une durée de vie pour quelques milliers de machines devant nous, et le jour où il faudrait envisager que c'est beaucoup plus que quelques milliers, mais on n'est pas encore là, il faudrait des moules encore plus chers, mais ça ne sert à rien d'exposer trop d'argent. Donc, le financement des moules, c'est quelque chose que nous avons mis dans le calendrier du financement à partir de la décision d'entrer en production et en commercialisation. Donc maintenant, ici, tu as cette machine redesignée, tout est prêt. En fait, tu es prêt à ce que à ce qu'on commande 5000 machines, là. Là, tu es prêt. Alors, peut-être pas 5000 parce que on aura peut-être encore quelques petites modifications à faire. Donc, on s'est mis en position d'être prêt de produire aujourd'hui les pré-séries de la série. Donc on dirait, si c'est la 4, c'est la 4-2, avant la 4-1 et puis la 4-0. La 4-0 va dans le marché. Donc on a fait déjà une 4-2, qui était ce qu'elle était. En tout cas, on savait que techniquement elle allait le faire, qui s'est transformée en 4-1. Et la 4-1, on va faire ce qu'on a fait avec la 3. On va en faire une production d'une 40aine d'exemplaires pour débarquer dans le marché avec 25 machines version 3, 40, 35 machines ou 30 machines version 4, moins 2, pour étendre notre superficie commerciale et finaliser le développement de ces machines avec nos clients. On pense qu'on est à peu près dans le juste maintenant, parce qu'on a quand même 18 mois d'expérience derrière nous, mais une machine industrialisée, c'est quasiment un travail à zéro. Et donc, il faut qu'on débug, il faut qu'on police, il faut qu'on parfaire, qu'on puisse parfaire la machine. Et c'est ce qu'on va se donner maintenant entre décembre, janvier, février, dans une sorte de c'est pas un faux démarrage, c'est le début d'une commercialisation. Et la logique voudrait que la 4-0 soit prête, on l'espère, dans les 2 à 3 mois à venir, mais elle ressemble. Là, cette fois-ci, il n'y aura pas de différence. Celui qui a la 4-2 ne saura pas qu'il a une 4. Oui, enfin, qui n'a pas la 4 encore. Voilà, qui n'a pas la 4 encore. Ça sera la même, sauf que pour la 4, ça, il faut maintenant cette troisième vague de financement, qui n'est pas la moins importante, puisque... C'est la plus importante, maintenant. Ah voilà, qui est la plus importante, puisqu'il s'agit de financer la mise en route de la commercialisation, donc c'est des équipes. C'est un nombre de machines à commander, si elles valent plusieurs milliers d'euros pièce et qu'on en commande 1000, c'est plusieurs millions à mettre sur la table, pas forcément le premier jour. Mais comme on les loue, on doit exposer le risque de la production avant d'en avoir la rentabilité, et on ne sera pas en mesure de vendre les machines, il faut être réaliste, avant quelques mois où on aura prouvé qu'on est là pour longtemps. Je veux bien acheter une nouvelle Polestar, voiture électrique créée par une société que je ne connais pas, mais je préférerais quand même qu'elle me dise qu'elle est encore là dans 2 ans, quoi. Donc il y a un peu ce risque de la start-up. Et ce financement nécessite en même temps que si le volume de vin augmente, on va arrêter de travailler à la main comme on le fait aujourd'hui. Donc il va falloir s'équiper des outils qu'utilisent les producteurs de vin pour stocker et gérer leur vin, des cuves, des pompes, des tuyaux, des racks,
des machines qui remplissent et qui fabriquent nos tubes et nos bagues et toutes les composantes. Et donc tout cet équipement-là doit monter en puissance en fonction du volume qui va se distribuer de plus en plus, puisque on n'aura pas 5000 machines d'un coup. Il faut encore les placer, il faut les vendre. Donc on va peut-être avoir un rythme de 20, 30, 40 machines par mois. Et peut-être qu'en chemin, on va rencontrer une société qui va nous dire, bah écoutez, moi je suis convaincu, j'ai 300 hôtels, je veux 2 machines par hôtel, je vous commande 600 machines. Ouais. Ce jour-là, c'est un saut important. C'est encore plus grand. Parce Mais, que, donc maintenant, là, t'es en phase de chercher... Enfin, en fait, t'as tout calculé déjà, t'as fait tout ton plan. Le plan est là. Et c'est la même histoire. C'est la même histoire le même qui besoin de recommence, financement. ouais. On est au milieu du gué. On a encore besoin d'argent. C'est pas pour faire la même chose. Donc, on a eu besoin d'argent pour faire de la recherche et puis du du développement. proto, du test. Puis de l'argent pour faire du test et de l'industrialisation. Puis maintenant, on passe sur de l'argent pour faire de la production et de l'exploitation. Et puisqu'on a des ambitions importantes, parce que quand je me promène dans les marchés à présenter nos technologies, des Japonais, c'est vrai, j'ai des mails. Des Brésiliens, c'est vrai, on a des mails. Des Portugais, c'est vrai, on a des mails. Des Nord-Américains bientôt, on est au CES à Las Vegas dans peu de temps. Ah, vous y allez, oui. Dans le parc Eureka, donc on est vraiment dans le stand des innovations. On va rencontrer là des gens, puisque la conclusion des études de marché qu'on avait fait il y a 3 ans maintenant, il y a 2 ans et demi, c'était nord-américain. Marché nord-américain. Nord, sud, est, ouest. Mais toi, personnellement, t'aimerais, parce que tous tes investisseurs pour le moment sont belges. Oui. Tu voudrais continuer en Belgique? Non, t'es ouvert. Enfin, finalement, qui vient, Non, enfin, il y a, dans le système d'information nocturne et les visites que j'ai faites sur toutes les histoires qui se sont mises en route sur des outils comme ceux-ci, il y a une évidence. C'est un monsieur qui a inventé un système qui s'appelle Coravin, qui est dans le monde du vin. C'est un tire-bouchon avec du gaz intégré qui permet de ne pas retirer le bouchon mais de sortir le vin. Donc lui, il garde une bouteille de cheval blanc, même si on prend 2 verres de vin, ce qui reste dans la bouteille peut encore rester bon pendant 30 ans. Donc c'est parfait, c'est fabuleux, c'est très très haut dans le marché, c'est des outils à 300, 500 1000 euros, des petits tire-bouchons, très bien. Et lui, il dit, il est français, le patron aujourd'hui, c'est un ancien de Nespresso, et il dit, heureusement ce projet est né aux États-Unis, parce que lever 10 millions de dollars, ce qu'on a fait en étape 2 sur le marché nord-américain, et puis 35 millions de dollars, ce qu'on a fait en étape 3, quand je regarde mes innovateurs concurrents dans le métier du vin en Europe, ils ont de la peine à trouver 2 millions d'euros. Et ça, c'est le bottleneck dans lequel je me trouve, c'est que on a le sentiment que aujourd'hui, le financement des projets industriels, alors qu'on ne cesse de dire que le tissu industriel wallon pose problème à terme, eh bien, nous sommes là, nous, aujourd'hui, je suis pas plus... j'invective personne, je suis fâché avec personne, mais je m'interroge qu'on a franchi toutes ces étapes avec succès. Bien exécuté, tout est nickel. Tout est là, vraiment, c'est un beau projet, et chaque fois, et partout où on passe, et hier encore, on était dans des soirées importantes, d'un de nos plus gros clients, qui fêtait ses 30 ans, et il nous a demandé 2 machines de plus, et tout le monde était content, et c'est qu'un client, mais enfin, c'est quand même un client aussi. Et donc, comment se fait-il que la frilosité, c'est de nous dire, oui, mais vous cherchez à lever 8 millions d'euros pour payer beaucoup de machines, c'est quand même un risque énorme. 2 ou 3 projets autour de nous dans le monde du vin aux États-Unis ont levé entre 30 et 60 millions de dollars pour adresser leur technologie dans le monde entier. Je ne demande pas ça pour l'instant. Mais si par contre on va aux États-Unis, on n'a pas encore fini d'augmenter notre capital. Hein. Donc nous, on cherche aujourd'hui entre 6 et 8 millions, puisque entre-temps, fort heureusement, nos actionnaires nous permettent, parce qu'ils sont tellement convaincus de ce qui se passe, ils nous permettent de... continuer maintenant. De continuer maintenant. Donc notre objectif d'augmentation de capital, il est moins important, puisqu'on est en train de procéder à du financement intelligent, en tout cas, qui permet au projet de continuer à vivre, jusqu'à trouver ce vrai financement, et on va espérer que ça ne va pas être un rachat par un grand groupe qui va dire bravo d'avoir trouvé ça en Wallonie, bravo d'avoir réfléchi à la manière de le faire, bravo de m'avoir montré qu'il y avait un marché, je le rachète à tel prix, je prends tout, on part aux États-Unis, en France, au revoir et merci. Ça aurait été une opportunité avec, à ce stade, une difficulté de financement que je comprends bien. C'est beaucoup d'argent. Mais c'est pas beaucoup d'argent à la dimension d'une technologie globale, mondiale, qui a des chances de se développer dans des quantités bien plus importantes que ce qu'on envisage même en Wallonie. Et la France, déjà,
et l'Angleterre ensuite, et la Scandinavie, où on boit beaucoup de vin. Tout à fait. Voilà. Donc, t'es vraiment dans... Je suis un petit peu comme, je vais pas dire comme Job, mais j'ai le sentiment qu'on est là avec quelque chose qui est bien fait, qui a belle image. Faut se méfier, c'est du vin. Les vins, avec du vin, on a toujours des amis. Mais néanmoins, je veux dire, derrière ça, il y a un vrai projet, il y a une vraie mise en route qui est plutôt bien gérée. Enfin, c'est ce que me disent les gens autour de moi, c'est ce qu'on voit. On est en train d'y aller, certes. Peut-être qu'on se trompe de taille de marché, et peut-être que c'est là où les gens ont peur. Et donc on se dit, mais puisque vous avez peur de cela, au début c'était, est-ce que ça va marcher? Je vais vous le montrer. On a fait la première machine. Devant la première machine, les gens ont dit, ok, puisque ça marche, je mets du cash. La deuxième, ça a été, est-ce que c'est reçu par la communauté des utilisateurs? Eh bien, on met de l'argent, on va se présenter devant les utilisateurs. Fallait tout faire pour ça. Fallait du vin, fallait des tubes, fallait des machines, etc. Donc, derrière ça, on a fait notre métier. On vient de prouver que la communauté des utilisateurs dit oui. Maintenant, on sera rentable à 1000 ou 1500 machines. Ah oui, mais est-ce qu'il y aura bien 1500 machines dans le marché que Invineo envisage? Eh bien, si vous n'êtes pas sûr de cela, financez-moi la mise en route de 300 machines. Ça ne coûte pas 10 millions d'euros. C'est un milestone. Et quand on aura placé 300 machines, vite ou moyennement vite, si vous avez le sentiment qu'il y a un vrai métier, on sera basculé comme une société d'exploitation. Les banquiers pourront peut-être nous faire des emprunts parce qu'ils auront compris qu'avec 300 machines, ils sont capables d'aller en mettre 1500. Ouais. Et si on a 5 demandes de partenaires nord-américains, brésiliens, japonais qui nous disent « Et quand est-ce que cette technologie est disponible ?» On aura encore besoin de plus d'outils logistiques dont on essaie de faire financer une partie pour l'instant par un projet copilote à la DGO6 pour leur dire si ça marche autour de nous, je vous garantis que ça va marcher dans le monde entier. Les besoins à ce moment-là, ce sera quoi? Des remplisseuses, des machines à faire des bagues. Et donc on aura besoin de plus d'outils que ceux qu'on développe aujourd'hui. C'est tout le mal qu'on peut se souhaiter. Ouais, c'est tout le mal que je peux te souhaiter en tout cas. Mais actuellement, du coup, donc t'es vraiment dans cette phase-là. Tu fais quoi? Tu prends ton téléphone, tu demandes à Pierre de te mettre en contact avec Paul. Comment ça se passe? C'est comme ça? Et donc la moitié de mon temps aujourd'hui au moins, je la passe à essayer de convaincre des gens de financer cette société. Ouais. Ça fait partie. Ça fait partie du jeu. Hein. Soit t'as un grand coup de bol et tout à coup quelqu'un dit OK, je te les mets les 10 Tiens, voilà, oui. Parce que je te crois, parce que, ou tu y vas comme une procession des Sternach, hein, je te fais deux pas en avant, un arrière, deux en avant, deux en arrière. Je me plains pas. Nous sommes tous les pitchs qu'on fait aujourd'hui quand on se présente, autour de moi, j'ai des gens qui demandent entre 100 000 et 1 million d'euros. Et nous on arrive là, mais avec une machine qui tourne derrière, et quand les gens se rendent compte de ce qu'on a déjà, on est très loin dans le financement, et nous on demande entre 6 et 10 millions d'euros. On ne demande pas tout de suite. Ça peut être en 3 tranches. La première pour prouver que le marché est là en quantité, qu'on ne prend pas les pieds dans le tapis. Et puis après, boostons, on appelle ça du scale-up, mais du scale-up dans l'industrie, c'est tout. Les machines, le vin, les gens, les outils. Mais le client final, lui, donc le restaurateur, l'Horeca, maintenant où tu as vraiment bien visé le B2B et que tu le vises plus en location, lui, finalement, il prend pas de risque, là, parce qu'il se dit, moi, je loue la machine, il n'y a pas de risque. Tu vois, le risque, tu disais peut-être peur que ce soit une start-up. Pourquoi? Lui, il a aucun risque, c'est loué, et puis... Alors, il a aucun risque parce que pour l'instant, on pourrait se dire, c'est un peu compliqué de se dire, je me marie avec une technique qui est mariée exclusivement avec un vendeur. On se marie pas avec les deux bras. Ouais. Même si, quand on est marié, on est quand même marié avec les deux bras, a priori, mais s'ils doivent payer la machine et en plus les vins, dans le métier du B2B, Horeca, c'est, oui, mais si c'est votre machine, elle va vendre vos vins. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, mais je ne dis pas non plus que notre politique commerciale est inscrite dans le dur, quand on doit pousser une technologie nouvelle, il faut faire des efforts pour qu'elle s'installe. Quand le marché se retourne et dit, mais moi, la technologie, j'aimerais bien l'avoir, on peut s'asseoir en disant, tu veux ma machine, faut la payer, tu veux mes vins, tu les achètes. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans cette position-là. Donc le modèle va peut-être bouger. Le modèle va certainement évoluer. Nespresso, lorsqu'elle vend des machines professionnelles dans certains établissements, elle les vend, ça coûte 11 000 euros. Le gars, il a du cash, il n'a pas de cash. Par contre, il vend du café. Et donc, s'il dit, mais j'aimerais bien avoir votre machine, mais je peux pas la financer, que fait Nespresso? Il dit, écoutez, je peux vous la mettre en dépôt gratuit, mais puisque vous vendez 1000 capsules par mois, moi, la capsule, c'est pas 22 cents, ça va être 32 cents. 10 cents vont contribuer à ce que vous préfinanciez la machine
Moi, je veux bien jouer à ça, mais ça veut dire que Nespresso finance une machine qu'elle installe chez le client et récupère le coût de l'amortissement de la machine et de son service par un surplus de facturation sur le consommable. Ouais. Donc, il faut être à l'écoute. Ouais. Celui qui voudra acheter la machine, on la leur vendra avec grand sourire. Donc, on n'est pas bloqué par rapport à ça. Pas bloqué, mais on n'est pas non plus fermé à ce que nous dit le marché. Si on veut entrer un produit avec une méthodologie qui ne correspond pas à leurs attentes, on n'entrera pas. Et justement, ces 20 machines, c'est une vingtaine de machines que tu as mis un peu partout. Oui. Qu'est-ce qui t'a peut-être surpris ou voilà, tu découvres ce marché, donc à quoi tu t'attendais qui s'est réalisé et à quoi tu ne t'attendais pas et qui t'a surpris peut-être dans cette vente de vin? Ce qui m'a surpris, et je l'oublierai jamais, c'est notre plus gros client qui est venu nous visiter parce qu'il avait vu une image sur un petit fascicule dans une foire. C'est le Sheraton à Bruxelles, c'est le thème. L'équipe est venue, nous a rendu visite et nous a dit on cherche quelque chose qui ressemble à ce que vous avez. On ne veut pas d'autres systèmes. On les a tous testés. Mais si ce que vous écrivez sur votre fascicule commercial est vrai, température, oxydation, refill, stock, etc., on est intéressé de l'utiliser. Donc, on a trouvé un testeur qui s'est présenté lui-même. Ça c'est super. Hein. Par un coup de bol qui était un document qui traînait parce que. Hein, donc, on oublie souvent ce genre de convergences qui font tomber certains dominos. Quand le mur s'approche, le mur tombe tout à coup. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était vraiment le cas. Et eux nous ont dit, on a besoin de deux choses. On a besoin, si vous travaillez avec nous, vous ne pouvez pas tomber en rupture de stock. Donc, on a besoin de volume, et nous avons du volume, et on va voir si votre technologie fonctionne. Donc, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils viennent nous voir à un endroit où on montrait, c'était un atelier de fabrication de machines, devant des gens in vineo qui étaient à peine compétents dans le vin, parce que nous, les compétents du vin, on les a recrutés après. Il fallait que la technologie fonctionne. Ça sert à rien d'aller chercher des chanteurs sur Spotify si la plateforme n'est pas prête. Okay, ouais. Donc, ça sert à rien d'avoir du vin tant que notre plateforme à nous n'était pas prête. Et donc, on était en courbe d'acquisition des compétences de vin. Donc, ils auraient pu dire, mais ils s'y connaissent pas en vin. On a des bons vins. On a travaillé avec eux pour qu'ils soient ceux qu'ils attendaient. Il se fait que ils sont dans le mille. Et puis, la deuxième surprise, c'est que ça a marché. Et cette surprise-là, on la doit à l'équipe, c'est qu'à la qualité du travail de ces versions 3 qu'on assemblait nous-mêmes, alors qu'on pensait prendre un râteau toutes les 12 heures, et ils vont nous appeler parce que c'est pas froid, parce que c'est pas bien servi, etc. Et nos prototypes étaient déjà très robustes. Ça, c'est la deuxième surprise, c'est qu'au début, les premières nuits, on ne dort pas, en se disant, ils vont appeler à 23 heures, j'ai du vin sur le parquet. Mon client a pris 1000 litres de vin dans son verre. Et ça peut arriver, ça nous arrive encore. Hein. Donc, ce qu'on appelle un bain de vin ou un bain de pied, c'est des choses qu'on essaie d'éviter. Et on a vécu avec ce stress, sauf que progressivement, on s'aperçoit que non, la machine, telle qu'on l'a développée, on l'a débuguée, on l'a améliorée, et on continue à améliorer la 3. Et ils sont toujours partenaires à l'heure actuelle. Et ils sont là depuis 15 mois, ils nous commandent du vin en disant dépêchez-vous, j'en ai besoin pour jeudi. Donc donc ce projet nous a précédés sur le plan commercial. On était plus loin dans la tête de nos clients que nous étions nous-mêmes dans la tête de nos développeurs. Ouais. Et cette attractivité qui est remarquable, hein, et qu'on entend encore maintenant quand on passe chez ces testeurs qui nous disent mais moi il n'est pas question que vous me la retiriez. Hein. On a même une société qui vend pas assez de vin, donc on a un vrai problème de rentabilité. Mais la fille nous dit, il n'est pas question, je garde cette machine, je veux rien d'autre. Et oui, c'est pas rentable. Eh bien, je vais m'engager à vendre plus de vin. Je vais quasiment lui dire, écoutez, buvez-en 4, de plus que les 6 que vous vendez, pour atteindre le seuil dans lequel vous entrerez chez nous. Donc, voilà. Et dans ces clients, donc tu te dis, c'est plus des chaînes justement d'hôtels comme ça ou finalement on a 3 segments, le segment on a des segments de type hôtel de chaîne, restaurant de chaîne qui ont l'intérêt chez nous que si ça se passe bien dans un, ça pourrait se passer bien dans tous. Oui. Donc les déclencheurs du volume de commandes sont importants pour nous sur le plan de la rassurance financière. C'est comme ça qu'on frappe plus à ces portes-là que de frapper chaque fois à des indépendants qui sont les mêmes clients, qui sont aussi bons, mais qui nécessitent un travail commercial plus important. Donc en gros, pour être sûr qu'on entende bien ce qu'on fait, je préfère dire qu'on est chez Sheraton, Novotel,
Grand Plaza, etc., ça fera plus le financier que si je lui dis on est chez les Provençaux, la pizza machin, etc., etc. Et pourtant, on y fait le même métier. Donc, on a dégagé, c'est le bénéfice du test, 3 types de clients: hôtel ou restaurant de chaîne, grand compte, négociation, mise en place de test. C'est long à négocier, la décision prend du temps. Mais si ça marche, il y a peut-être 20 machines, 50 machines, 100 machines. Puis les indépendants, commerciaux, bonjour, j'ai un truc pour vous, et il en fait 10, 15, 20 par mois, et il a autant, là, il y a 47 000 établissements en Belgique, il y a à Bruxelles 213 hôtels ou 230 hôtels, 4000 restaurants à Bruxelles, il y a une équipe qui va faire les hôtels, autour des aéroports, c'est des endroits où on boit beaucoup de verre et moins de bouteilles. Pour que ce soit rentable, il faut que l'établissement vende combien? Non, si tout va bien, puisqu'il y a des établissements qui vendront moins et d'autres plus, donc plus on a des établissements qui en vendent plus, moins on aura besoin de machines. Mais quand imagine, je suis un établissement seul. C'est 20 verres par jour. Il faut vendre 20 verres par jour. 10 jours à midi, 10 jours le soir. Ouais. Ça exclut un certain nombre. Et ça, mais on marche là où il y a 60 verres, hein. Donc, parce qu'il y a eu 60 verres, il y a peut-être 2 machines ou 3 machines. Donc, le multi-équipement est important. Le volume de vin vendu, le nombre de références que tu veux présenter à tes clients. Et c'est toujours le serveur, la serveuse qui va prendre le verre et qui va utiliser la machine, ou c'est le client parfois qui peut l'utiliser? On a aussi des endroits où le client se sert directement. C'est les executive lounge, donc les VIP lounge et autres, où soit tu entres dans une pièce parce que tu as le badge et la machine est disponible, soit tu entres dans une pièce où il n'y a pas de badge, mais il y a un badge sur la machine. Okay. Et là, puisque la technologie est embarquée sur les accès RFID, on est en train de parler maintenant à des gens qui équipent des serrures de chambre dans des hôtels avec des cartes à RFID dont le code va permettre de dire que le locataire de la chambre 29 a droit au vin de la machine 2. Ouais. Par opposition à la 1 où le vin est de moins bonne qualité, Club Metz. J'ai acheté le vin, j'ai acheté le droit de me servir du vin de qualité et pas tout le monde. Voilà. Et donc ça, c'est encore des choses à mettre en route qui vont nous permettre d'apporter du vin là où le vendeur n'est pas disponible. Et ça, c'est les établissements de demain. J'entre dans une pièce où je peux me servir. Ouais, et le personnel n'est pas important. Ouais, il y a beaucoup d'endroits où maintenant, effectivement, de plus en plus. Je me sers d'une bière, je me sers d'un café, je me sers de l'eau, je me sers du vin. Ouais. Ah ouais, bouteille. Oui, mais la bouteille, elle est comment? Elle est ouverte de quand? Dans un VIP-lounge d'aéroport, voilà. Et donc, tout ce marché test nous a permis de mieux comprendre cette relation-là. Aujourd'hui, dans notre marché test, nous avons des machines plus et des machines moins. Et demain, nous déciderons d'aller vendre plus vite chez plus. Si on en trouve beaucoup, on sera vite rentable, avec moins de machines que les 1500 qu'on envisage. Donc la moyenne actuelle, c'est de se dire, une machine doit vendre 20 verres de vin par jour en moyenne, pour un rendement location plus vente de vin de autant par an ou par mois. Et si j'en ai 1000 comme ça, j'ai 1000 fois mon rendement moyen, et donc je dépasse la somme de mes coûts, donc je deviens rentable. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est cher d'équiper le marché au départ, parce qu'on doit préfinancer les machines et nos outils, mais quand la somme des machines qui est dans le marché a un rendement suffisant qu'elle peut me payer le financement des machines qui vont y aller, donc si je rentabilise ma machine à concurrence d'un tiers par an, puisque c'est un peu le modèle pour l'instant, si j'ai 4 fois dans le marché le nombre de machines que j'espère installer l'année 5, la somme des locations de mes machines permet de non seulement financer les suivantes, mais en plus me donne de l'argent. Donc j'ai un modèle où la machine est rentable et le vin est rentable. À ce moment-là, on a des marges qui sont extrêmement intéressantes. Tu l'espères dans combien de temps, ça? Si tout va bien, c'est dans 3 ans. Dans 3 ans. Ça va dépendre si on signe un contrat de 1000 machines rapidement ou pas. Et ça pourrait arriver. Donc oui, dans les clients, il y a peut-être juste un client que tu m'avais cité tantôt, c'était le Sports Palace. Oui. Et donc là, ça te permet aussi de servir finalement en grande quantité, enfin en débit important, c'est ça? La machine peut servir assez rapidement des verres. Oui, donc dans le cahier de charge, l'idée c'est que tout le vin qui est dans la machine doit être à bonne température. Enfin dans la machine, dans le tube. C'est que le vin ne circule pas dans la machine. Donc on a un avantage hygiénique, c'est que la plupart des refroidisseurs font circuler le liquide dans un bain rafraîchissant avant de sortir de la pompe.
Donc, une bière, la bière passe dans un serpentin. Mais la dernière bière, qui n'est pas servie, est dans le serpentin. En sorte que le lendemain matin, généralement, la première bière, faut l'acheter. Ouais. Il y a un problème de nettoyage du serpentin. À peu près toutes les machines travaillent avec un serpentin ou un filament. Nous, on a travaillé avec un cahier de charge qui dit le vin doit sortir de la bouteille, sans passer par la machine. Donc on fait un petit miracle, c'est qu'on refroidit nos vins alors qu'ils ne sont pas dans le frigidaire, et on sert le vin alors qu'il ne circule pas dans la pompe. Donc tout se passe à l'intérieur du tube. C'est pour ça que notre tube est un tube qui fait partie de la prestation technique. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais en même temps, ça nous permet aussi de pouvoir changer un tube et changer de référence et réarmer une machine assez rapidement, puisqu'il n'y a rien à modifier, à bouger, à nettoyer, etc. Donc on a préconisé la facilité et la rapidité. Dans la rapidité, il y a des limites. Vient un moment où s'il faut servir 200 verres de vin dans une machine qui a 6 tubes, si même c'est le même vin, 6 tubes à 10 centilitres ou à 12 centilitres, c'est entre 60 et 48 et 60 verres. Donc une machine, elle a 48 verres devant toi que tu peux servir si les tubes de démarrage sont pleins. Changer un tube, c'est 25 secondes. Est-ce que tu as le temps de changer un tube pendant le service? Au Sport Palace, c'est un exercice qu'on avait déjà fait aussi à la Madeleine, aussi une salle de spectacle, où tu as 0 personne pendant 2 heures, beaucoup de monde pendant l'entracte et beaucoup de monde à l'entrée. Donc la distribution de la demande à l'entrée, c'est 1h30 à l'avance, c'est ouvert, les gens boivent un verre en attendant de rentrer dans la salle. Pendant l'entracte, c'est tout le monde veut boire un verre au même moment, et donc là, il faut disperser la demande. Il y a, dans un Sport Palace, il y a 5 bars. À la Madeleine, il y en avait 3. Et donc, en distribuant l'offre sur 3 bars, on permet déjà de distribuer la demande, enfin de servir la demande plus facilement. Et l'idée là, c'était de voir si, en fonction des volumes de vente de vin, dans un univers Sport Palace, on est plus à la bière. C'est une question de tradition, de profil oui, et de tradition, etc. Dans les événements de la Madeleine à Bruxelles, on était un peu plus sur le vin. Ouais. C'est pas le même moment, c'est pas les mêmes. Donc ça dépend un peu aussi des événements, mais en tout cas, les tests qu'on a fait ici et là prouvent une chose, c'est que l'outil est adapté. Quelquefois, on pourrait être en déficit de disponibilité, mais il suffit de doubler la machine. Mm-hmm. C'est ce qu'on a fait dans un de nos établissements importants, c'est qu'ils voulaient pas être en rupture pendant le service, et donc on a mis 2 machines avec les mêmes vins. Comme ça, ils ont toujours tout le temps du vin. Après, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas un tube qui dort trop longtemps, parce que c'est dommage, c'est une machine qui ne tourne pas. Et donc, Sport Palace, voici quel est l'intérêt de la démarche au Sport Palace? C'est que la gestion des stocks, des bouteilles ouvertes, sachant que tous les jours, il y a une nouvelle bouteille, tous les soirs, il faut fermer le stock, c'est une équipe différente qui revient le lendemain, on va pas garder des bouteilles à moitié vides, à moitié pleines, etc. Et donc, c'est tout juste un sou, quoi. Ouais. Et la responsable Food and Beverage, ce qu'elle voulait, c'était un peu comme la bière. Qu'est-ce qu'ils font avec la bière? Ils ouvrent les fûts, ils servent le fût. À la fin de la soirée, chaque équipe pèse les fûts. Okay. Il y avait autant à l'entrée et autant à la sortie. Ça permet de faire des concordances entre la carte et le stock. Parce qu'on peut très vite perdre de l'argent entre ce qu'on a vendu et ce qu'on a perdu. Ce qui s'appelle le manque à gagner. Et donc, le test du Sport Palais, c'était, est-ce que les Invineo peuvent apporter une facilité de service? Oui, à l'évidence. Le personnel dit, pousser sur un bouton, c'est mieux que d'ouvrir une bouteille. Tout à fait. Tire-bouchon, pas tire-bouchon, bouchon à vis. Qu'est-ce que je fais avec cette bouteille à moitié pleine? C'est pour vendredi prochain. Mais vendredi prochain, c'est trop tard. Le vin, il est foutu. Faut le jeter. Résultat, le vin se vend à 6 €. Les 12 centilitres, quand la bière se vend à 3,50. Le vin, c'est lui-même peut-être un peu éloigné et exclu de la vente. Et en tout cas, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a vendu, par soir, on a vendu en 4 jours plus de 1000 verres. Mais 1000 verres à 6 €, ça fait 6 000 € de recette. Pour faire la même recette en bière, il faut 2500 verres de bière. Donc, la rentabilité du vin au verre dans un univers comme le Sport Palace permet peut-être d'augmenter le gain de l'opérateur. Et voilà, c'est tout ça qu'on est en train de calculer. Donc. Et la machine, on le rappelle, je sais pas si on l'avait déjà dit, mais le vin, quand il est ouvert, c'est 30 jours qu'il peut rester. Voilà. Donc, c'est un délai qui excède largement, dans un établissement professionnel, 16 heures en 30 jours, c'est un verre tous les 2 jours. Et c'est ça que les gens ne rendent pas compte. À nouveau, dans le test, nous, c'est du vécu. Nos vins sont dans des cuves, voire des Flextainer pour l'instant, mais seront dans des cuves bientôt,
Et dans les cuves, ils y sont protégés comme s'ils étaient à la propriété. On fait le même métier. Quand ils sont chez nous, et qu'on sait que Sheraton, Sword Palace, Madeleine, que sais-je, ont besoin, parce qu'ils ont qu'il y a un événement, qui une demande la semaine prochaine, le vin qui va arriver chez eux la semaine prochaine n'est pas encore dans le tube, il est encore dans la cuve. Et nous allons le mettre dans le tube samedi, parce qu'on aura besoin de 1000 tubes la semaine prochaine, ou que sais-je. Il partira au Sheraton, où il a à peine 10 jours de tube, et il va rester, puisque le Sheraton débite X centaines de tubes par mois, un tube restera au maximum 27 jours au Sheraton, plus 10 chez nous, 37 jours. Alors que la garde avant ouverture est de 6 mois à 1 an. Mais je veux dire par là que la fraîcheur du vin, bon, on n'est pas là pour le vin de garde, c'est pas notre métier, mais la fraîcheur du vin, la protection contre l'oxydation d'un vin en moyenne chez nous, on peut très bien dire demain, voici la durée moyenne de vie dans le tube avant ouverture, et voici la durée moyenne de vie après ouverture. Donc après ouverture au Sheraton, ça oscille, c'est en gros entre 0,6 jours et 1 jour et demi. Pour un outil qui protège le vin contre l'oxydation pendant 30 jours. Donc on est largement au-dessus des attentes. Eh bien, donc maintenant, il n'y a plus qu'à trouver Euromillions. Voilà, donc en gros, on a des vins, on a des clients, on a des machines, on a... Et si des clients veulent maintenant, tu vois, de nouveau frappe à ta porte, finalement, t'as pas les machines, là? Non. Donc on est sold out pour l'instant. Ouais, c'est ça, maintenant t'es sold out. On est obligé d'attendre les nouvelles... Oui, c'est fou. Donc on est en pénurie et donc on ne peut pas répondre à des... On ne peut pas démarcher non plus. On peut pas démarcher. Ouais, c'est ça. Si, on peut démarcher en disant on viendra dans 1 mois et demi, mais les gens sont pas à ça non plus. On est dans un marché où les gens disent ok, je prends. Oui, et puis t'as des demandes. Les gens qui voient ça quelque part, ils se disent mais moi je le veux chez moi. Donc on freine sur notre visibilité. C'est dommage. Il faut se dépêcher maintenant. Ouais. Donc c'est ça, t'es en même temps pris dans de vouloir te rendre visible et en même temps incapable de le faire. Ouais. C'est le complexe, enfin la complexité de. C'est le nœud dans lequel on se trouve pour l'instant. Faut le délier. Faut des sous. Dans tout ce que t'as appris depuis pratiquement 5 ans maintenant, quelle a été la chose, l'expérience qui t'a peut-être où tu t'attendais vraiment pas, tu vois, comme tantôt je te disais quand t'as mis les machines, mais de manière générale dans l'expérience Invineo, tu t'attendais pas à ça. Eh bien, avoir l'idée de servir du vin au verre simplement, etc., je m'attendais pas que ça conduise à une usine demain de 4000 m2 qui gérerait du vin, des stocks de tubes, des stocks de... On ne se rend pas compte au départ. De l'idée de ce que tu pouvais être maintenant. Quand on la transforme en une réalité qui est gérable, on l'a fait. Oui. Il y a rien d'infaisable. Mais moi qui viens du monde de l'intangible, des stocks de films, c'était des fichiers. Ça tient sur un disque dur. Mais un stock de films qui serait sur des bobines, c'est déjà un peu plus compliqué. Et donc, cette bascule entre le monde du brain et de l'intangible vers le monde où il y a aussi du tangible, parce qu'il y a aussi l'intangible, ici, nos data. Mais ça a été vraiment... Tout à coup, ça m'est apparu... C'est une nuit et un jour, mais peu importe. Mais quand je me suis dit, ah oui, ça va quand même faire tout ça, quoi. Donc, on va vers quelque chose qui est très tactile, qui prend de la place, qui s'installe, qui a un quai de chargement, et qui a des camions, qui a des grosses machines à acheter. Qui a une machine qui remplit, qui fait du bruit, qui tourne au quotidien, et donc je me suis dit à ce moment-là, il faut que je visite une entreprise. Il faut que j'aille voir comment ça tourne. Et après, quand tu visites ces gens, ils te disent, voilà, c'est mon métier, je fais des sandwichs, je fais du potage, donc c'est rien de plus trivial que d'autres. C'est ça, mais c'est la première fois que tu le vois, oui. Pouf, quand c'est apparu comme ça, et je l'ai vu plus vite que d'autres. Autour de moi et puis voilà, ça y est, on est entré dedans. Donc en fait on le fait à vitesse réduite avec des petits outils, et demain l'automatisation va nous permettre de le faire aussi bien, voire mieux, mais entre les deux, à nouveau, il faut de l'argent. Donc ça c'était une belle vraiment surprise. L'expérience. La deuxième surprise, c'est fondamentalement une question d'équipe. Oui, parce que d'habitude, t'arrivais dans des structures où tu devenais le boss. Mais voilà. Ça existait. Là, t'as recruté ton équipe. Là, c'est au début 0 personne, 1 personne, 1,5, 2, 2,5, 3. Quel type de contrat? Comment je te paye? Avec quel argent? Combien de temps? Des gens qui doivent être motivés comme toi. Enfin, tout ça, quoi. Des gens qui doivent être motivés. Et j'ai la chance, mais ça fait partie peut-être aussi un peu du talent de chacun, d'avoir une équipe qui est avec moi depuis le début du projet, qui est toujours là.
Ah ouais. Et c'est pourtant pas facile. Non. Parce que ça sollicite énormément. D'autant plus que c'est encore un métier de week-end, quoi. C'est un métier où les clients travaillent le soir. Et où nous, on réalise la journée. Donc c'est un métier de tout le temps. Mais ils sont là. Donc il y a certainement quelque chose qui se passe dans ce projet qui fait que ça les anime. C'est très très polyvalent parce que il y a du marketing, il y a du conditionnement, il y a du carton, il y a du papier, il y a du métal, il y a de l'électronique, il y a de la chimie, il y a de la... T'as une équipe vraiment multidisciplinaire ici. C'est une équipe très très polyvalente. Et on est seulement avec quasiment un expert par métier. C'est pas assez. Et on est en train de se dire, dans 6 mois d'ici, il y a 6 mois d'ici, il y avait rien dans le hall que tu as visité. Mm-hmm. On l'a mis en place, on l'a structuré, il fonctionne. Dans 6 mois, si tout va bien, ça sera encore autre chose. Et le nombre de personnes qui sera ici autour de nous, c'est que ceux qui étaient là au départ ne seront plus ceux qui font, ils seront ceux qui expliquent comment il faut faire. Et il va falloir faire grandir tout le monde en même temps. Et que tout fonctionne en même temps, parce que sans tube, on n'y va pas, sans carton des tubes, on n'y va pas, sans coupelle au-dessus du... S'il manque une pièce sur notre tube, on ne sait pas servir. Donc c'est pas que du vin. Voilà, donc il faut... Tout ça... Voilà, mais c'est en même temps... Si les gens sont compétents, il n'y a aucun problème. Et dans cette aventure, alors ce qui te rend le plus fier, dont t'es vraiment épanoui, c'est d'avoir vu la machine la première fois tourner, c'est... Ce qui me rassure en permanence quand on a des hauts et des bas dans la gestion d'un projet comme celui-là, c'est que je vais voir la machine, je la regarde. Je veux pas dire que je me sers un verre, mais je le ferai volontiers. Mais quand je la vois fonctionner, quand c'est très rassurant. C'est-à-dire, il y a ça quand même. On a réussi à faire ça. En fait, quand t'es trop stressé, toi, tu peux rester aussi près de ta machine et te servir de 3 verres. Mais même sans me servir, hein, c'est quand je pars en vacances, pour autant qu'on en ait pris et pas assez, mais quand je suis à distance, les fantômes du projet sont beaucoup plus perturbants que quand tu as une machine à côté de toi. Parce que quand on a cette machine à côté, on se dit, elle est là, elle fonctionne, c'est vrai qu'elle fonctionne. En 5 ans, avec en gros 5 personnes, on a réussi à faire ça. Et on s'est hissé à la hauteur des compétences, parce que notre machine, faut pas croire, elle est aussi compétente que les plus récentes des machines de Nespresso dans leur métier. Nespresso, c'est chaud et pression. Nous, c'est froid et aussi pression. Mais on est au même niveau. Et on l'a fait à 5 personnes. Et on l'a fait en Wallonie. Ouais, et on l'a fait à partir de gens qui n'étaient pas faits pour se rencontrer et qui l'ont quand même fait. Donc, ça te rend fier. Sur le plan de l'expérience humaine, c'est absolument... Ça, c'est génial. Et tous les gens qui voient ne se rendent pas compte de ce qu'on a fait, de ce que c'est que d'avoir fait ça. Et à quelqu'un qui voudrait se lancer un peu comme toi avec une idée un jour comme ça et qui ferait tout ce parcours, toi maintenant qu'il a déjà depuis 5 ans ce parcours, tu lui dirais quoi? Il faut donc énormément de persévérance. Faut être contagieux, très contagieux, et savoir exprimer sa contagion, parce que si les gens comprennent pas ce que tu fais, motiver les gens, motiver ton conseil d'administration, motiver les administrateurs, motiver les actionnaires, motiver les clients, motiver les équipes, motiver les fournisseurs, motiver les partenaires. En fait, tu te dis, moi, je dois motiver tout le temps, tout le monde, constamment. Mais ça, c'est aujourd'hui comme hier. Oui, quand tu gérais les équipes, tu faisais déjà ça. Si tu sais où tu vas, si tu as bien compris l'équation du challenge, après, si tu la présentes, si tu la communiques correctement, et je ne prétends pas être le meilleur des managers, mais en tout cas, ça s'est jusque-là bien passé, ça continue à bien se passer, et je continue à avoir la vision de là où je veux aller. Donc, tant qu'il n'y a pas de flottement sur cette partie-là, si les gens savent où tu veux aller, comment tu vas le faire, ils sont capables de te suivre. Si ce soir tu pouvais dîner avec une personne, peu importe qui, mais qui t'aiderait au niveau professionnel, bon, peut-être l'homme le plus riche de je sais pas où, mais au-delà de ça, avec qui tu voudrais échanger, dîner ce soir? En tout cas, je ne le connais pas parce que malheureusement, il n'y en a peut-être pas beaucoup autour de nous, mais je voudrais rencontrer ce manager qui a réussi à lever 10 millions d'euros sur un problème hardware comme le nôtre, qui a franchi ces étapes-là, qui me dise comment il a réussi à faire les dernières marches. Je cherche mon tire-bouchon, quoi. C'est celui qui va me déboucher cette bouteille-là. Tout était... Enfin, c'est
pas du tout mon métier, c'est pas du tout mes compétences. C'était en plus pas forcément l'endroit où les gens m'attendaient. Tachny, c'est un manager de structure existante, créatif certes, capable de conduire une mission, mais en même temps, je sais que entre quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans, quand j'en ai 40 et 50 et plus, j'ai chaque fois adressé les challenges qui étaient devant moi, et donc chacun a été de plus en plus dans la responsabilité, et ça s'est toujours bien passé. Je n'entends pas que ça se passe mal à celui-ci. Donc j'y mets les moyens intellectuels et l'engagement. Mais c'est sûr qu'ici, je me trouve dans une équation qui est un peu bizarre. C'est celle que je disais, c'est on a la machine, on a le brevet, on a les vins, on a les clients, on a les collaborateurs, on a les partenaires, et j'ai pas l'argent. Et je trouve qu'il y a là quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que au stade où on en est du déboulé de notre projet, je trouve qu'on devrait avoir un guichet spécial qui dit mais on va vous le trouver cet argent. C'est un pôle dans lequel se trouve l'argent public, il est là et ils nous suivent, donc ils sont là. Ils sont là déjà, oui. Ou les banquiers dont le métier sera de financer, parce que lorsque ça va fonctionner, ils vont nous demander s'ils peuvent pas faire des leasing. Ils vont demander s'ils pourront pas financer notre besoin à fonds de roulement, puisque leur métier c'est, moyennant 5% ou 6%, c'est de nous prêter de l'argent. Ils ne sont pas encore là. Et pourtant c'est là qu'on va. Donc pourquoi ne viennent-ils pas nous chercher un peu plus tôt que dans notre vie normale? Pourquoi c'est pas eux qui frappent à notre porte en disant « Il est possible que vous ayez besoin de ça ». Vous savez quoi? Je vais vous écrire une lettre qui dit « Si vous arrivez à ce milestone-là, je vais vous signer un contrat de besoin en fonds de roulement ». Ça escamoterait 3 millions d'euros de financement que je dois demander aujourd'hui, alors que je sais que les banquiers le feront au moment voulu. Et donc, l'amorçage qui permet de lancer l'industrialisation, il n'y a pas un pool. Et après, il y a les investisseurs privés. Et dans les investisseurs privés, notre malheur à nous, c'est que nous sommes trop grands aujourd'hui pour des investisseurs qui ont de l'argent en poche. Je vais les appeler les business angels. On commence à déplacer beaucoup d'argent. Et on est trop petit pour les structures qui disent, mais attends, un produit comme ça, je vais te le mondialiser, on va mettre 100 millions, non, on va mettre 20 millions sur la table pour lui permettre, puisqu'il fait déjà, il est déjà rentable, ça n'est plus maintenant qu'une question de booster la capacité. Eh bien, nous, la rentabilité, on a encore un peu de temps pour y arriver, d'autant plus que chaque fois qu'on achète une machine, on investit notre rentabilité dans une nouvelle machine. Et il va quand même pas s'arrêter à commander des machines pour montrer qu'on est rentable, ce serait ridicule. Et donc, on a cette sorte de cercle à faire rentrer dans un carré. Et pourtant, c'est bien là qu'on va. Et chaque fois qu'on rencontre ces gens-là, ils disent, oui, mais c'est bien là que je vous attends. Et ben alors, pourquoi vous venez pas, quoi? Et donc, voilà, ça c'est quelle est cette personne qui serait capable de me dire, c'est comme ça que tu dois faire, et c'est comme ça qu'on va aller le faire, et je vais te faire rencontrer 10 personnes qui sont capables, là maintenant, de dire, ok, dans ces conditions-là, je viens te chercher. J'utilise pour l'instant l'image, c'est un bambin qui est au milieu de l'escalier, celui qui lui a appris à monter les escaliers est en dessous 6 marches plus bas, et celui qui attend qu'il vienne faire les 6 volets supérieurs est au-dessus du palier. Le premier ne sait plus pousser, et le deuxième ne veut pas descendre. Et nous, on est au milieu. Et j'attends soit d'être aidé par ceux qui viennent nous tirer pour monter à cet étage-là, et ceux du bas, voilà. Et donc on est au milieu de quelque chose, et c'est juste un endroit qui est très, très difficile à naviguer. Bah écoute, je suis sûre qu'en 2020, t'auras une super nouvelle qui va arriver, je le sens. Je sens que l'espère bien. 2020 sera l'année encore plus fantastique pour une vidéo. En tout cas, moi, je suis épatée par déjà tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Et c'est vrai que d'extérieur, même si je vous connaissais, même si vous avez reçu le prix d'innovation, je n'étais jamais venue chez vous. Et j'ai vu, et quand on voit, t'as pour faire tout ce que tu veux, mais quand on voit ou quand on teste ta machine, on s'en rend compte beaucoup plus. Et donc, voilà, je suis sûre que ça va tomber, mais encore un petit peu d'effort et ça viendra. On est là pour ça, en tout cas. Et je serais ravie de voir l'évolution quand la machine 4 sera aux États-Unis. Là, et qu'elle commencera à bouger aux États-Unis, au Japon, que ça. Partout. Voilà. Tout à fait. Ça serait. On aura atteint un beau. Dernière petite question. Est-ce que tu bois plus de vin maintenant qu'avant? Eh bien, j'en bois moins. Ah, tu en bois moins. Ok. Oui, parce que j'ai appris une chose avec notre machine, c'est que elle permet de régler les quantités. Et c'est vrai quand on a soif, et c'est vrai qu'on a moins soif. Il y a ce que j'appelle le syndrome de la dernière bouteille entre copains, c'est que une personne à table
a envie d'un verre de vin et les 4 autres pas forcément. Mais parce qu'il a envie d'un verre de vin, celui qui en a envie il ouvre la bouteille et les autres boivent. Eh bien, nous, on se rend compte qu'avec cette machine, c'est très amusant, avec mon épouse, on s'est testé avec la V3 pendant 2 mois. Évidemment, il y a un hype au début, faut faire attention, on essaye. Mais on est devenu des consommateurs, quand on prenait du vin, de 7,6 verres par soirée, de 6 centilitres. Donc, qu'est-ce qu'on a appris à faire avec la machine? C'est de diminuer les quantités au profit de la température et de ne boire que ce qu'on a envie de boire. Et dans ce cas-là, ça fait qu'on buvait ou on boit chacun en moyenne en tout 42 centilitres de vin blanc et rouge par soirée. C'est tout juste pas une bouteille, ça montre bien que la bouteille n'est pas le bon format. Et quand c'est 2 vins en plus, donc, qu'est-ce que c'est que 42 centilitres? C'est 3 verres de 15. C'est quand même pas énorme. Et ça, c'est une soirée avec beaucoup de plaisir. Donc, on est des consommateurs de 42 centilitres, 21 chacun, ou à peu près. Après, je sais qui boit quoi. Voilà. Et donc, finalement, on boit moins. Et j'ai fait beaucoup de soirées en famille. Et Dieu sait qu'on a une famille festive qui aime ça. Eh bien, depuis qu'on utilise Invino, parce qu'il n'est pas question d'utiliser autre chose dans nos soirées de famille, eh bien, on boit moins de vin qu'avant. Et on n'en jette plus du tout. Or, en fin de repas, il y a toujours le dernier verre qui traîne dans un verre. Toujours. Ça, c'est vrai. Ça, celui qui les jette se dit, mais il y a quand même une bouteille ici que je récupère, que j'ai acheté 16 €, et mes copains n'ont pas bu parce que j'ai servi de trop. Ben, nous, déjà, cette bouteille-là, on l'a sauvée. Donc, le gaspillage à la maison, c'est vrai aussi. Plus l'oxydation. Donc, Eh bien, on se revoit dans quelques... Oui, avec plaisir. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Bravo et merci. Vous avez écouté cette interview en entier. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, merci de le noter 5 étoiles. Ça nous aidera à le diffuser plus largement.